Parfois, les décisions les plus importantes que nous prenons viennent du cœur, et non de la tête. Lorsque Sandrine Dubois, 42 ans, a vu l'énorme chien noir à la salle des ventes de Clermont, quelque chose au plus profond d'elle lui a dit que cette créature avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de lui. Tout le village pensait qu'elle avait perdu la raison. Voilà une femme qui peinait à joindre les deux bouts, misant ses dernières économies sur un chien plus grand que la plupart des poneys. La bête avait des cicatrices sur le visage et des yeux qui avaient vu trop de douleur. Mais Sandrine voyait autre chose. Un compagnon loyal qui attendait que quelqu'un croie en lui. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la rapidité avec laquelle tout allait changer. En quelques jours, le chien a commencé à agir étrangement. Il disparaissait dans les montagnes du Massif central et revenait avec de la terre sur les pattes, l'amenant à des endroits qu'elle n'avait jamais vus auparavant. D'anciens chemins miniers, des grottes cachées, des sentiers oubliés qui semblaient détenir des secrets d'un lointain passé. Que cherchait réellement ce chien géant dans ces montagnes? Le soleil matinal projetait de longues ombres sur les planches usées de la galerie de la maison de campagne de Sandrine Dubois, alors qu'elle était assise, observant l'imposant chien noir explorer sa nouvelle demeure. 3 jours s'étaient écoulés depuis la vente aux enchères, et elle n'arrivait toujours pas à croire ce qu'elle avait fait. Ses économies, la totalité de ses 47 francs, s'étaient envolées en un instant de pure impulsion. Mais en regardant ce doux géant renifler méticuleusement les environs de sa modeste demeure, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 2 ans, depuis la mort de Stéphane. L'espoir. La maison de campagne de Sandrine se trouvait à la lisière de la vallée de la Creuse, là où le massif central s'étendait à l'infini vers des sommets coiffés de brume. La bâtisse elle-même racontait l'histoire d'une femme se débrouillant avec ce qu'elle avait. Des murs de pierre ourdés avec de la boue et de la mousse, un toit en lauze rapiécé en 3 endroits différents, et des fenêtres qui laissaient entrer plus de froid que de lumière. Mais c'était son foyer, et il était à elle, du moins jusqu'à ce que la banque en décide autrement. Le chien, qu'elle avait pris l'habitude d'appeler ours pour sa taille énorme, se déplaçait avec une grâce surprenante pour sa masse. Il mesurait près d'1,20 m au garrot, avec un pelage si noir qu'il semblait absorber la lumière du soleil. Sa tête était massive, plus large que son propre torse, et ses pattes laissaient dans la terre de son jardin des empreintes qui ressemblaient davantage à de petits cratères. Pourtant, malgré sa présence intimidante, ses yeux sombres contenaient une intelligence qui faisait frémir son estomac d'une excitation nerveuse. « Tu n'es pas comme les autres chiens, n'est-ce pas » murmura-t-elle, le regardant inspecter systématiquement chaque recoin de sa propriété. Il se déplaçait avec détermination, comme s'il cartographiait le territoire plutôt que de simplement l'explorer. Lorsqu'il atteignit la vieille grange où Stéphane avait entreposé son équipement minier, Ours s'arrêta et se tourna pour la regarder directement. L'intensité de son regard la fit frissonner. Stéphane Dubois avait été un rêveur et un chercheur, toujours à la poursuite d'histoires de concessions perdues et de fortunes oubliées dans ces montagnes. Son vieux carnet en cuir usé était toujours sur la table de sa cuisine, rempli de croquis de puits de mine, de cartes de vallées inexplorées et de notes écrites de sa main soignée. Elle avait lu chaque page une 12aine de fois depuis sa mort, essayant de comprendre ce qui l'avait poussé à passer leurs dernières années à gratter des rochers au lieu de construire une ferme digne de ce nom. Les pages du carnet étaient jaunies par le temps et les manipulations. La couverture en cuir était usée et lisse, polie par d'innombrables heures passées dans les mains calleuses de Stéphane. À l'intérieur, ses dessins nets montraient du matériel minier, des formations géologiques et des cartes dessinées à la main de régions qu'elle n'avait jamais vues. Certaines entrées parlaient de contes de vieux montagnards et d'or espagnol, tandis que d'autres détaillaient des questions plus pratiques de spoliation de concessions et de conflits territoriaux. Mais les entrées les plus intrigantes étaient celles qui mentionnaient des événements étranges, des chiens qui semblaient savoir où le minerai était caché, des boussoles qui pointaient vers un trésor au lieu du nord, et des mineurs qui juraient que les montagnes elles-mêmes avaient une conscience. Sandrine Dubois, mais qu'est-ce que tu as fait, au nom du ciel ? La voix tranchante appartenait à Monique Bernard, sa plus proche voisine et ce qu'elle avait de plus proche d'une amie dans la vallée de la Creuse. Monique s'approchait à travers la prairie de son pas vif caractéristique. Ses cheveux gris étaient sévèrement tirés en arrière et ses lèvres minces pressées en une ligne désapprobatrice. Derrière elle marchait son fils, Léo, un garçon de 15 ans qui était devenu grand et dégingandé au cours de la dernière année. « Bonjour, Monique » dit Sandrine en se levant de sa chaise. Ours se positionna immédiatement entre elle et les visiteurs qui approchaient. Pas de manière agressive, mais clairement protectrice. « Je vous présente Ours. » Monique s'arrêta net en voyant la taille réelle du chien. « Sainte Vierge. Ce n'est pas un chien, Sandrine.
C'est un petit cheval avec de la fourrure. Elle regarda Ours avec méfiance. Léo, reste en arrière. Mais Léo était déjà captivé. Il est magnifique, Madame Dubois. Regardez sa taille. Je parie qu'il pourrait tirer une charrette mieux que la mule du vieux Murphy. C'est exactement ce dont j'ai peur, dit Monique. Sandrine, ma chérie, tu peux à peine te nourrir. Comment vas-tu t'en sortir avec cette bête? Il mangera plus en une semaine que toi en un mois. La critique la blessa parce qu'elle était vraie. Sandrine vivait de potée auvergnate et de pain de campagne depuis près de 6 mois, vendant les outils de Stéphane un par un pour payer les fournitures de base. La banque détenait un billet sur sa propriété qui arriverait à échéance à la fin de l'été, et elle n'avait aucune idée de comment elle effectuerait ce paiement. Mais en regardant Ours, en voyant comment il semblait comprendre chaque mot prononcé, elle était certaine d'avoir fait le bon choix. « Je m'en sortirai, dit-elle doucement. Il y a quelque chose de spécial chez lui, Monique. Je le sens. » L'expression de Monique s'adoucit légèrement. Elle était veuve elle-même depuis 5 ans et comprenait la solitude qui pouvait pousser une personne à des mesures désespérées. Eh bien, il est certainement impressionnant, mais l'impressionnant ne paie pas les factures ni ne remplit les ventres. Comme pour lui donner raison, Ours leva soudain sa tête massive et fixa intensément la Crétaie. Ses oreilles se dressèrent et un grondement sourd émergea de sa poitrine, pas tout à fait un grognement, mais un son d'attention alerte. Sandrine suivit son regard, mais ne vit rien d'inhabituel parmi les pins et les affleurements de granit. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda-t-elle. Ours maintint sa veille pendant plusieurs longs instants avant de se détendre légèrement, mais ses yeux restèrent fixés sur la crête lointaine. Et Sandrine remarqua comment ses narines se dilataient, comme pour capter une odeur portée par le vent de la montagne. Étrange comportement pour un chien, observa Monique. On dirait presque qu'il monte la garde. Léo avait étudié Ours avec l'attention intense que seuls les adolescents peuvent rassembler. Madame Dubois, d'où vient-il? Je veux dire, avant la vente aux enchères. Des chiens de cette taille n'apparaissent pas de nulle part. C'était une bonne question, et une qui taraudait Sandrine depuis qu'elle avait ramené Ours à la maison. La salle des ventes de Clermont traitait principalement de bétail et d'équipements agricoles, pas d'animaux exotiques. Pourtant, aucune explication n'avait été donnée sur la présence d'ours. Aucun ancien propriétaire ne s'était manifesté pour enchérir contre elle ou prétendre que le chien avait été vendu par erreur. Le commissaire-priseur a dit qu'il appartenait à une succession, répondit-elle. Quelqu'un qui est mort sans famille pour réclamer ses biens, mais il n'a pas dit qui. C'est bien étrange que quelqu'un meure sans que personne ne soit au courant d'un chien de cette taille, songea Monique. Les nouvelles vont vite dans ces montagnes. Les gens parlent des choses inhabituelles. Comme s'il était invoqué par leur discussion, le son de pas de cheval approchant résonna à travers la vallée. Un cavalier solitaire gravissait le chemin sinueux qui menait à la maison de campagne de Sandrine, se déplaçant à une allure tranquille qui suggérait une familiarité avec le terrain. L'attention d'Ours se concentra immédiatement sur le nouveau venu, mais son langage corporel resta calme plutôt que défensif. Le cavalier s'avéra être Nicolas Leroy, un homme que Sandrine connaissait de réputation, bien qu'il se soit rarement parlé. Il avait peut-être 50 ans, avec des fils d'argent dans sa barbe sombre et le teint buriné de quelqu'un qui a passé sa vie en plein air. Il avait été l'ami de Stéphane au début, avant que son mari ne soit consumé par son obsession minière. « Bonjour, Sandrine » appela Nicolas en descendant de sa monture près de son portail. Son cheval était une robuste jument baille qui ne montrait aucune peur d'ours malgré la présence imposante du chien. « J'ai entendu dire que vous avez fait sensation à Clermont l'autre jour. »« Les nouvelles voyagent vite, » répondit-elle, se demandant ce que Nicolas voulait. Il vivait à une journée de cheval au nord, près de l'ancien hameau de la Crête de Cuivre, et s'aventurait rarement aussi loin au sud sans une bonne raison. Nicolas s'approcha lentement, les yeux fixés sur Ours avec une expression que Sandrine ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Ce n'était pas exactement de la peur, mais quelque chose de plus profond. De la reconnaissance peut-être, ou un souvenir? Ça vous dérange si je regarde de plus près votre nouveau compagnon? Bien sûr que non. Nicolas s'arrêta à environ 2 mètres d'Ours et resta simplement là, étudiant le visage et la posture du chien. Après un long moment, il tendit une main burinée, paume vers le haut. À l'étonnement de Sandrine, Ours s'avança immédiatement et renifla doucement les doigts de Nicolas, puis laissa l'homme le gratter derrière les oreilles. « Eh bien, ça alors » murmura Nicolas. « Tu te souviens de moi, n'est-ce pas, vieil ami ?»
Vous connaissez ce chien? Demanda Sandrine, son cœur commençant à s'emballer. Nicolas hocha lentement la tête, sans jamais quitter Ours des yeux. Son nom n'est pas Ours, Sandrine. C'est Atlas. Et il appartenait à mon frère, Olivier. Il fit une pause, sa voix s'alourdissant d'un vieux chagrin. Olivier a disparu dans ces montagnes il y a 3 ans, et nous n'avons jamais retrouvé la moindre trace de lui. Mais Atlas ici, il a attendu tout ce temps que la bonne personne vienne le réclamer. La révélation frappa Sandrine comme un coup physique. Elle regarda Atlas avec une nouvelle compréhension, voyant dans ses yeux intelligents non seulement de la loyauté mais de la patience, comme s'il avait attendu son heure jusqu'à ce que le moment soit venu. Mais pourquoi moi? Pourquoi m'a-t-il laissé enchérir sur lui? Pourquoi pas vous? Parce que je n'étais pas censé le faire, dit simplement Nicolas. Atlas a son propre sens de ceux avec qui il doit être. Et il semble qu'il vous ait choisi. Il se redressa, son expression devenant sérieuse. Mais Sandrine, il y a des choses que vous devez savoir sur mon frère. Sur ce qu'il faisait dans ces montagnes quand il a disparu. Des choses qui pourraient expliquer pourquoi Atlas agit si étrangement depuis que vous l'avez ramené à la maison. Monique avait écouté avec une inquiétude croissante. Nicolas Leroy, vous parlez par énigme. Quel genre de choses? Nicolas regarda le groupe, ses yeux se posant finalement sur Sandrine. Stéphane ne vous a jamais parlé du partenariat, n'est-ce pas? Du travail que lui et Olivier faisaient ensemble. Le sang de Sandrine se glaça. Quel partenariat? Ils avaient trouvé quelque chose, Sandrine. Quelque chose d'énorme. Et la veille de la disparition d'Olivier, il m'a dit qu'ils étaient sur le point de tout révéler. La voix de Nicolas baissa jusqu'à devenir à peine un murmure. Ce carnet que Stéphane tenait, celui que je sais que vous avez lu. Ce n'est que la moitié de l'histoire. Olivier avait l'autre moitié. Et quand il a disparu, cette connaissance a disparu avec lui. Atlas choisit ce moment pour s'approcher de Sandrine et presser sa tête massive contre son flanc, comme pour offrir du réconfort ou réclamer une protection. Elle posa sa main sur son large crâne, sentant la chaleur de sa fourrure et le rythme régulier de sa respiration. « Quel genre de connaissance ?» demanda-t-elle. « Le genre qui fait tuer un homme, » répondit sombrement Nicolas. « Et le genre qui pourrait vous faire tuer aussi, si vous ne faites pas attention. Ces montagnes détiennent des secrets, Sandrine. De vieux secrets. Et Atlas ici. Il sait où certains d'entre eux sont enterrés. » Comme pour souligner les mots de Nicolas, Atlas leva la tête et concentra à nouveau son attention sur la crête. Cette fois, Sandrine aperçut un mouvement parmi les arbres, un éclat de couleur qui aurait pu être un vêtement ou un équipement. Quelqu'un les observait, et à en juger par la réaction d'Atlas, ce n'était pas la première fois. « Je pense, » dit Nicolas doucement, « qu'il est temps que vous appreniez la vérité sur ce que votre mari cherchait réellement là-haut, et pourquoi Atlas a attendu si patiemment que quelqu'un d'assez courageux pour l'aider à terminer ce qu'Olivier avait commencé. » Le vent de la montagne se leva, emportant avec lui l'odeur du pain et autre chose. Quelque chose qui fit se dilater les narines d'Atlas et tendre ses muscles sous la main de Sandrine. Quels que soient les secrets que ces montagnes détenaient, ils reprenaient vie. Et d'une manière ou d'une autre, par un simple acte de compassion dans une salle des ventes, Sandrine Dubois était devenue partie prenante de quelque chose de bien plus vaste et plus dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Alors que le soleil de l'après-midi commençait sa descente vers les sommets de l'ouest, Sandrine sentit le poids du destin s'installer sur ses épaules comme un lourd manteau. Le choix qu'elle avait fait 3 jours plus tôt ne lui avait pas seulement apporté un compagnon. Il avait mis en branle des événements qui mettraient à l'épreuve chaque once de courage qu'elle possédait. Mais en regardant dans les yeux sages et patients d'Atlas, elle se sentit prête à affronter tout ce qui l'attendait. Ce soir-là, alors que des ombres violettes s'étiraient sur la vallée de la Creuse, Sandrine se trouva incapable de se concentrer sur ses routines habituelles. Les révélations de Nicolas avaient ébranlé sa compréhension de tout ce qu'elle pensait savoir sur Stéphane et son obsession pour les montagnes. Elle avait préparé un simple souper de potée auvergnate et de pain de campagne, mais la nourriture resta intacte dans son assiette tandis que son esprit était agité de questions. Atlas avait refusé d'entrer à la tombée de la nuit. Au lieu de cela, il s'était positionné sur la galerie avant, sa silhouette massive se découpant sur le ciel étoilé. Toutes les quelques minutes, il se levait et arpentait le bord de la galerie, fixant intensément l'obscurité avant de retourner à sa veille. Son comportement rendait Sandrine de plus en plus nerveuse. Vers minuit, elle renonça à toute prétention de sommeil et le rejoignit dehors.
l'air de la montagne était vif et fin, transportant des sons qui semblaient amplifiés dans le silence, le hurlement lointain d'un loup, le bruissement du vent dans les aiguilles de pin, le doux murmure de la Creuse serpentant au fond de la vallée. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand » chuchota Théel en s'installant dans la chaise en bois à côté de lui. « Que guettes-tu » La réponse d'Atlas fut immédiate. Il se leva et se dirigea délibérément vers les marches du perron, puis se tourna pour la regarder avec une intention sans équivoque. Comme elle ne bougeait pas, il revint et prit doucement son poignet dans ses mâchoires massives, appliquant juste assez de pression pour l'encourager à se lever. « Tu veux que je te suive » demanda-t-elle. Dans l'obscurité, sa queue remua une fois, et il relâcha son poignet pour se diriger à nouveau vers les marches. Cette fois, il descendit dans la cour et la regarda avec attente. Sandrine hésita. Chaque instinct lui disait de rester en sécurité dans sa maison, d'attendre la lumière du jour avant de s'aventurer dans la nature avec un chien qu'elle connaissait depuis moins d'une semaine. Mais quelque chose dans le comportement d'Atlas la convainquit que ce n'était pas une simple promenade de minuit. Il essayait de lui montrer quelque chose d'important. « D'accord, » dit-elle doucement, attrapant la lanterne à huile qu'elle gardait près de la porte. « Mais nous n'allons pas loin. » Atlas partit immédiatement à travers la prairie derrière sa maison, avançant à grandes enjambées confiantes malgré l'obscurité. Ses yeux clairs semblaient capter et refléter la lumière de la lanterne, lui donnant une apparence presque surnaturelle alors qu'il glissait à travers les hautes herbes. Sandrine suivit, ses bottes craquant doucement sur la végétation raidie par le gel. Ils grimpèrent régulièrement pendant une vingtaine de minutes, ne suivant aucun sentier que Sandrine pouvait discerner. Atlas naviguait entre les rochers et les troncs d'arbres tombés avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre du terrain. Quand ils s'arrêtèrent enfin, ils se trouvaient devant ce qui semblait être un enchevêtrement de rochers et de broussailles sur un flanc de colline escarpée. Atlas se fraya un chemin à travers les buissons et disparut. Sandrine entendit ses griffes gratter contre la pierre, et lorsqu'elle le suivit avec sa lanterne, elle découvrit qu'ils étaient à l'entrée d'un ancien puits de mine. L'ouverture était partiellement dissimulée par des années de débris accumulés, mais elle était clairement d'origine humaine, taillée dans la roche vive avec des outils et de la détermination. « Comment savais-tu que c'était là » souffla Théel. Atlas avait déjà disparu dans l'obscurité au-delà de la portée de sa lanterne. Elle l'entendit s'enfoncer plus profondément dans le tunnel, ses griffes cliquant contre la pierre. Puis le silence. « Atlas » appela Théel doucement. « Reviens ici. » Un instant plus tard, il réapparut, portant quelque chose dans ses mâchoires. Il laissa tomber l'objet à ses pieds et s'assit, la regardant avec attente alors qu'elle approchait la lanterne pour examiner sa trouvaille. C'était un étui à cartes en cuir, vieux et usé, mais toujours intact. Le cuir était taché et craquelé, mais quelqu'un avait pris soin de le sceller contre l'humidité. Avec des doigts tremblants, Sandrine ouvrit l'étui et en retira un parchemin plié, couvert de l'écriture familière de Stéphane. Mais ce n'était pas comme les croquis et les notes de son carnet. Cette carte était détaillée et précise, montrant des sections de la chaîne de montagnes qu'elle reconnaissait, et d'autres qui lui étaient complètement inconnues. D'étranges symboles marquaient divers emplacements, certains ressemblant à des concessions minières, d'autres défiant toute interprétation facile. Et dans les marges, des notes écrites d'une autre main, vraisemblablement celle d'Olivier Leroy, fournissaient des détails et des coordonnées supplémentaires. Une annotation, entourée d'encre rouge, attira son attention, ruisseau espagnol, 3e pierre de repère, ne faire confiance qu'aux chiens. En dessous, de l'écriture de Stéphane, Atlas connaît le chemin. Suis-le le moment venu. Oh mon Dieu, murmura Sandrine. Ils savaient, d'une manière ou d'une autre. Ils savaient tous les deux que cela arriverait. Atlas gémit doucement et retourna vers l'entrée du tunnel. Mais au lieu de partir, il commença à creuser à un endroit précis près de l'ouverture, ses puissantes griffes envoyant voler de la terre et de petites pierres. En quelques minutes, il avait découvert autre chose, une boîte en métal enterrée juste sous la surface. La boîte était lourde et fermée par un simple fermoir. À l'intérieur, enveloppée dans un tissu huilé, Sandrine trouva une collection d'objets qui firent battre son cœur. Il y avait d'autres cartes, celles-ci montrant des passages souterrains et des chambres cachées, une bourse en cuir contenant ce qui semblait être des pépites d'or, et le plus troublant de tout, une lettre adressée à « quiconque trouvera cette cache ». À la lumière vacillante de la lanterne, elle lut le dernier message d'Olivier Leroy. « Si vous lisez ceci, alors quelque chose m'est arrivé, et Atlas vous a conduit à cet endroit. Le chien est plus qu'il n'y paraît.
Il a été entraîné à reconnaître ceux à qui on peut confier ce que nous avons découvert. Stéphane Dubois était mon partenaire dans cette entreprise, et si Atlas vous a choisi, alors vous devez être lié à Stéphane d'une manière ou d'une autre. La vérité est la suivante, ces montagnes recèlent des richesses au-delà de l'imagination, mais elles sont gardées par des forces que la plupart ne comprendraient pas. Nous avons trouvé des preuves de mines d'or espagnoles qui précèdent toute concession officielle, et les emplacements sont marqués sur les cartes contenues ici. Mais plus que l'or, nous avons découvert quelque chose qui défie l'explication, des passages et des chambres qui semblent se déplacer et changer, comme si la montagne elle-même était vivante. Atlas n'est pas un chien ordinaire. Il est né dans ces montagnes, et sa lignée porte une connaissance transmise de génération en génération. Il sait où se trouvent les vrais trésors, et il sait comment éviter les dangers qui les gardent. Confiez-lui votre vie, car cette confiance pourrait être tout ce qui se dresse entre vous et ceux qui tueraient pour ce que nous avons trouvé. Soyez prévenus, d'autres cherchent ces trésors. Des hommes sans conscience qui ne reculeront devant rien pour réclamer ce qui appartient de droit à la montagne elle-même. Ils m'ont tué pour taire ce que je savais, mais ils n'ont pas pu attraper Atlas. Il attendait la bonne personne pour continuer notre travail. Si vous choisissez de suivre cette voie, souvenez-vous que la montagne récompense le courage mais punit la cupidité. Ne prenez que ce dont vous avez besoin. Rendez plus que vous ne prenez et écoutez toujours le chien. Il voit des choses que nous ne pouvons pas voir, c'est des choses que nous ne pouvons pas savoir. Le premier emplacement sur la carte mettra votre détermination à l'épreuve. Si vous y survivez, alors peut-être êtes-vous digne des plus grands secrets qui vous attendent. Mais sachez ceci, une fois que vous commencerez ce voyage, il n'y a pas de retour en arrière. La montagne vous marquera comme sienne. Pour le meilleur ou pour le pire. Que Dieu ait pitié de votre âme. Olivier Leroy, 15 octobre 1879. Les mains de Sandrine tremblaient alors qu'elle repliait la lettre et la remettait dans la boîte en métal. La date était significative. Stéphane était mort en novembre 1880, plus d'un an après qu'Olivier ait écrit cet avertissement, ce qui signifiait que son mari avait continué leur dangereux travail seul, avec seulement Atlas comme compagnon et guide. C'est pour ça que tu étais à la vente aux enchères, dit-elle au chien, qui la regardait avec ses yeux incroyablement intelligents. Tu n'as pas été abandonné. Tu attendais. Tu attendais quelqu'un lié à Stéphane, qui serait assez courageux ou assez fou pour suivre là où tu menais. La queue d'Atlas remua une fois, et il prit doucement sa main libre dans sa gueule, la tirant vers la sortie du tunnel. Alors qu'il redescendait le flanc de la montagne, l'esprit de Sandrine était en ébullition face aux implications de ce qu'elle avait découvert. Les cartes en sa possession montraient des emplacements de trésors potentiels qui pourraient résoudre tous ses problèmes financiers et assurer son avenir. Mais l'avertissement d'Olivier sur les dangers invisibles et les hommes sans pitié prêts à tuer pour de l'or lui nouait l'estomac de peur. Au moment où ils atteignirent sa maison, le ciel à l'est commençait à montrer les premières faibles lueurs de l'aube. Sandrine s'assit sur sa galerie avec la boîte en métal sur ses genoux et Atlas pressé contre elle, essayant de digérer tout ce qui s'était passé en l'espace de quelques heures. Elle pensa à ses options. Le choix serait de réenterrer la boîte, d'oublier ce qu'elle avait appris et d'essayer de continuer sa simple existence jusqu'à ce que la banque saisisse sa propriété. Mais la sécurité n'avait jamais été le chemin de Stéphane, et il semblait que le destin, ou les instincts surnaturels d'Atlas, l'avaient choisi pour poursuivre son travail. L'alternative était de suivre les cartes, de faire confiance à la connaissance mystérieuse d'un chien et de s'aventurer dans des montagnes qui recelaient apparemment à la fois une richesse inimaginable et un péril mortel. C'était le genre de choix qui définirait le reste de sa vie, aussi longue soit-elle. Alors que le soleil se levait sur la crête, peignant la vallée de nuances d'or et d'ambre, Sandrine Dubois prit sa décision. Elle suivrait Atlas dans l'inconnu. Non pas parce qu'elle était sans peur, mais parce que certaines choses valaient la peine d'affronter la peur pour les atteindre. Stéphane avait cru en ces montagnes assez fort pour mourir pour leur secret. Olivier Leroy avait entraîné un chien pour continuer leur travail. C'était maintenant à son tour de se montrer digne de leur confiance. « D'accord, mon grand, dit-elle doucement, grattant derrière les oreilles d'Atlas. Montre-moi ce pourquoi ils sont morts. La réponse d'Atlas fut immédiate. Il se leva, se dirigea vers le bord de la galerie et la regarda avec une intention sans équivoque. Le premier emplacement sur la carte était un endroit appelé le ruisseau espagnol, et selon les annotations d'Olivier, il se trouvait à 2 jours de voyage plus profondément dans les montagnes que tout autre endroit où elle s'était jamais aventurée. L'aventure dont Stéphane avait rêvé était sur le point de commencer. Et Sandrine Dubois, veuve,
survivante et maintenant chasseuse de trésors malgré elle, était prête à découvrir les secrets que le Massif central cachait dans ses pierres anciennes. Le soleil du matin avait à peine franchi la crête que Sandrine commença ses préparatifs pour ce qui pourrait être le voyage le plus dangereux de sa vie. Elle fit ses bagages avec soin, équilibrant la nécessité et le poids qu'elle pouvait porter, haricots secs, biscottes, café, le vieux revolver de son père avec une poignée de cartouches, des couvertures, et les précieuses cartes enveloppées dans un tissu huilé. Chaque objet devait mériter sa place dans ses sacoches de sel en cuir usé. Atlas observait ses préparatifs avec l'intensité d'un général passant en revue ses plans de bataille. Plusieurs fois, il s'approcha de son sac et renifla certains objets, poussant occasionnellement certaines fournitures de sa tête massive, comme pour offrir son approbation ou son inquiétude. Lorsqu'elle hésita à apporter les outils miniers de Stéphane, le comportement d'Atlas devint plus insistant, la conduisant finalement à la grange et s'arrêtant devant une pioche spécifique. « Celle-ci » demanda-t-elle, et sa queue remua une fois. Apparemment, son signal d'accord. L'outil était plus lourd que les autres, avec une boussole en argent ornée incrustée dans son manche. Stéphane avait toujours prétendu que c'était sa pioche porte-bonheur, bien que Sandrine n'ait jamais compris pourquoi. Maintenant, en l'examinant de plus près, elle remarqua que l'aiguille de la boussole ne pointait pas vers le nord. Au lieu de cela, elle semblait dériver lentement dans différentes directions, comme attirée par quelque chose d'autre qu'une force magnétique. En milieu de matinée, il grimpait régulièrement sur un terrain que Sandrine n'avait jamais exploré. Le premier emplacement marqué sur la carte d'Olivier se trouvait au nord-ouest de sa propriété, suivant une série de lignes de crête qui devaient finalement mener aux sources du ruisseau espagnol. Atlas donnait le rythme, régulier mais sans hâte, avec de fréquents arrêts pour écouter et flairer le vent. Le comportement du chien la fascinait. Il se déplaçait dans la nature avec la confiance de quelqu'un suivant un itinéraire familier. Pourtant, sa vigilance constante suggérait qu'il n'était pas seul dans ces montagnes. À 2 reprises, il l'éloigna de ce qui semblaient être des chemins plus faciles, les guidant plutôt à travers des pets fourrés ou autour de formations rocheuses apparemment aléatoires. Chaque détour s'avéra justifié lorsqu'ils passèrent plus tard près des restes de vieux campements ou découvrirent des empreintes de bottes dans un sol boueux, preuve que d'autres voyageurs avaient utilisé les itinéraires plus évidents récemment. « Tu nous tiens à l'écart des autres » observa TL lors de leur repos de midi près d'un ruisseau de montagne. « Mais comment sais-tu qu'ils sont dangereux » La réponse d'Atlas fut de s'approcher de la rive du ruisseau et de commencer à creuser. En quelques minutes, il avait découvert un piquet en bois enfoncé profondément dans le sol, un repère d'arpentage que quelqu'un avait délibérément caché sous plusieurs centimètres de terre et de feuilles mortes. Sandrine examina attentivement le repère. Il portait des marques d'outils récentes et des initiales qu'elle ne reconnaissait pas, GM 1882. Quelqu'un avait arpenté cette zone au cours des derniers mois, et il s'était donné beaucoup de mal pour dissimuler son travail. Des spoliateurs de concessions, murmura-t-elle, la compréhension se faisant jour. Quelqu'un a cartographié ces montagnes, cherchant les mêmes choses que Stéphane et Olivier ont trouvées. La prise de conscience lui donna un frisson malgré le chaud soleil de l'après-midi. Si d'autres chasseurs de trésors travaillaient déjà dans la région, alors les avertissements d'Olivier sur les hommes dangereux prenaient une nouvelle urgence. Elle ne cherchait pas seulement de l'or perdu. Elle marchait potentiellement dans les plans soigneusement établis de quelqu'un d'autre. Ils atteignirent le premier emplacement cartographié alors que les ombres du soir commençaient à s'étirer sur les pentes de la montagne. Le ruisseau espagnol s'avéra être à peine plus qu'un cours d'eau saisonnier, clair et froid, traversant une vallée étroite bordée de falaises de granit de chaque côté. Selon la carte, il devait trouver la 3e pierre de repère quelque part le long de son cours. Atlas n'eut aucune difficulté à localiser leur destination. Il conduisit Sandrine en amont sur environ 1 kilomètre avant de s'arrêter à côté de ce qui semblait être un rocher ordinaire. Mais en l'examinant de près, elle découvrit des symboles gravés, presque effacés par des décennies de climat montagnard. Des marques qui correspondaient aux annotations sur la carte d'Olivier. « C'est ici » souffla TL. « Mais que sommes-nous censés trouver » Atlas se mit à nouveau à creuser, cette fois à la base de la pierre de repère. Ses puissantes griffes firent voler la terre jusqu'à ce qu'il découvre une dalle de granit plate qui avait été soigneusement ajustée dans le sol comme un couvercle. En dessous se trouvait une cavité peu profonde contenant une autre boîte en métal, plus petite que la première mais tout aussi bien conservée. À l'intérieur de cette cache, Sandrine trouva un objet qui fit battre son cœur, une boussole en argent ornée. Sa face était décorée de gravures complexes et son aiguille pointait fermement dans une direction qui n'avait rien à voir avec le nord magnétique. La fabrication était exquise,
suggérant une origine espagnole ou mexicaine, et l'argent avait l'éclat doux d'un métal précieux. Une note enroulée autour de la boussole expliquait sa signification, cette boussole vous guidera vers les lieux cachés lorsque la montagne sera prête à les révéler. Mais attention, elle conduira aussi les autres à vous s'ils connaissent sa nature. Ne faites confiance qu'à ceux que le chien accepte, et souvenez-vous que la cupidité aveugle les hommes au danger. Comme s'il répondait à la présence de la boussole, Atlas leva soudain la tête et gronda doucement. Au loin, Sandrine pouvait entendre le faible bruit de chevaux se déplaçant dans la forêt, plusieurs cavaliers approchant de leur emplacement. « Nous devons partir », chuchota TL rapidement, remballant la boussole et couvrant leur excavation. Atlas était déjà en mouvement, l'éloignant du ruisseau et la faisant monter sur une pente raide qui offrait un abri parmi un bosquet de trembles. De leur position cachée, ils observèrent 3 hommes à cheval émerger du sentier en aval et commencer à examiner la zone autour de la pierre de repère. Même à distance, Sandrine pouvait voir que ce n'étaient pas des voyageurs occasionnels. Ils se déplaçaient avec la minutie systématique d'hommes cherchant quelque chose de spécifique, et ils étaient lourdement armés. Le chef, un grand homme avec un chapeau noir distinctif, descendit de cheval et commença à étudier le sol où Atlas avait creusé. « Maudit soit », appela l'homme à ses compagnons. « Quelqu'un est passé par ici récemment. La terre est fraîche et il y a des traces de chiens partout. »« Ça pourrait être cette femme du bois », répondit l'un des autres. Nicolas Leroy a été vu en train de lui parler hier. On dit qu'elle a acheté un animal inhabituel à la vente de Clermont. Alors nous devons la trouver avant qu'elle ne tombe sur quelque chose qu'elle ne devrait pas. La voix du chef porta clairement dans l'air fin de la montagne. Georges Mercier veut ce territoire propre avant que nous n'installions l'opération principale ici. Pas de témoins, pas de complications. Le sang de Sandrine se glaça. Ces hommes connaissaient son nom, savaient pour son acquisition d'Atlas, et parlait nonchalamment d'éliminer des témoins. Quelle que soit la conspiration qui avait coûté la vie à Olivier Leroy, elle était toujours active, et elle venait de tomber en plein dedans. Les cavaliers passèrent encore 20 minutes à examiner la zone avant de remonter en selle et de se diriger plus en amont. Atlas attendit que le bruit de leurs sabots se soit complètement estompé avant de ramener Sandrine pour récupérer leurs affaires. « Nous ne pouvons pas retourner à la maison », réalisa-t-elle. « Ils savent où j'habite, et ils ne comptent pas demander poliment ce que j'ai trouvé. » L'accord d'Atlas était évident dans son comportement. Au lieu de se diriger vers la maison, il commença à grimper vers des terrains plus élevés, suivant des sentiers qui semblaient n'exister que dans sa mémoire. À la tombée de la nuit, ils campèrent dans une alcôve abritée sous une falaise en surplomb, où un petit feu serait invisible depuis la vallée en contrebas. Assise près des flammes vacillantes avec la masse rassurante d'Atlas pressée contre elle, Sandrine examina plus attentivement la boussole en argent. Son aiguille pointait fermement vers le nord-est, vers une section des montagnes qu'elle n'avait jamais explorée. Selon la carte d'Olivier, cette direction mènerait finalement à quelque chose marqué comme « le champ d'épreuve », un endroit qui recelait apparemment des trésors plus grands et des dangers plus grands que tout ce qu'ils avaient rencontré jusqu'à présent. « Dans quoi me suis-je fourré ?» se demanda-t-elle à voix haute. La réponse d'Atlas fut de poser doucement une énorme patte sur son bras, un geste si humain dans son intention de réconforter qu'elle se surprit à sourire malgré leur situation dangereuse. « Au moins, je ne suis pas seule, » dit-elle en lui grattant derrière les oreilles. « Quoi que Stéphane et Olivier aient découvert ici, nous allons le voir jusqu'au bout, ensemble. » La boussole en argent brillait à la lumière du feu, son aiguille ne déviant jamais de sa destination mystérieuse. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles révélations. Mais ce soir, elle avait de la chaleur, de la compagnie et la première preuve tangible que leur quête était plus qu'une simple fantaisie. La montagne gardait ses secrets précieusement. Mais avec Atlas comme guide et la boussole comme clé, Sandrine Dubois commençait à percer des mystères qui étaient cachés depuis des générations. L'aube apporta le bruit de l'eau vive et l'aiguille de la boussole pointant fermement vers une crête lointaine où la brume matinale s'accrochait aux pins anciens. Sandrine se réveilla et trouva Atlas déjà alerte, ses yeux sombres fixés sur quelque chose dans la vallée en contrebas. Suivant son regard, elle aperçut de la fumée s'élevant de ce qui semblait être un petit campement à environ 3 kilomètres en aval. Trop proche pour être rassurant. « Nos amis d'hier », chuchota-t-elle. Le grognement sourd d'Atlas confirma ses soupçons. Les hommes qui les chassaient avaient campé à proximité, espérant probablement retrouver leur piste aux premières lueurs du jour. Il était temps de partir, et de partir vite. La boussole en argent les mena plus haut dans les montagnes, suivant des lignes de crête qui offraient à la fois un abri et des vues dégagées sur le territoire derrière eux. En milieu de matinée,
ils avaient grimpé au-dessus de la limite des arbres pour atteindre un paysage de pics de granit et de prairies alpines où chaque pas résonnait dans l'air raréfié. Là, le comportement d'Atlas changea radicalement. Il se déplaçait plus lentement, s'arrêtant fréquemment pour sonder le vent et examiner le sol avec un soin inhabituel. Lorsqu'ils atteignirent un large plateau parsemé de rochers érodés, il s'arrêta complètement et commença une recherche systématique de la zone. « Qu'y a-t-il, mon grand ?» demanda Sandrine, vérifiant la boussole. Son aiguille tourna follement pendant un moment avant de se stabiliser sur une nouvelle direction, plein haie, vers une formation de roches rouges qui se dressait sur le plateau comme des dents anciennes. Atlas avait trouvé ce qu'il cherchait. Il se tenait à côté d'un rocher qui semblait identique à des dizaines d'autres. Mais lorsque Sandrine le rejoignit, elle remarqua quelque chose qui fit accélérer son pouls. Caché sous une fine couche de lichen et de taches dues aux intempéries se trouvait un symbole gravé. Les mêmes marques espagnoles qu'ils avaient vues sur la pierre de repère précédente. Cette fois, la cache était plus grande et nécessita leur travail conjoint pour la découvrir. Les puissantes griffes d'Atlas ameublirent la terre tandis que Sandrine utilisait ses mains pour extraire avec soin ce qui s'avéra être une authentique bâtée de chercheurs d'or, cabossée et tachée par l'usage mais indubitablement authentique. « Quelqu'un a exploité une mine ici », dit-elle en examinant la surface usée de la bâtée. Récemment, à première vue. Son hypothèse s'avéra correcte lorsqu'elle porta la bâtée à un ruisseau saisonnier voisin et essaya les techniques que Stéphane lui avait enseignées au début de leur vie commune. En quelques minutes, le fond de la bâtée brillait de véritables paillettes d'or, petites mais incontestablement réelles. « Mon Dieu » souffla-t-elle. « Il y a vraiment de l'or dans ces ruisseaux. » Mais la réaction d'Atlas à sa découverte fut inattendue. Au lieu d'excitation, il semblait anxieux, faisant les 100 pas sans repos et regardant fréquemment en arrière vers le chemin qu'ils avaient emprunté. Son message était clair, il s'était attardé trop longtemps dans une position exposée. Comme s'il était invoqué par son inquiétude, le son lointain de coups de feu résonna sur le plateau. Non pas le claquement sec de fusils de chasse, mais l'échange soutenu d'hommes se tirant dessus. Quelqu'un d'autre avait trouvé le camp des chasseurs de trésors, et la rencontre ne se passait pas bien pour l'un des camps ou l'autre. « Nous devons quitter ce plateau », dit Sandrine, remballant hâtivement leurs affaires. Les paillettes d'or allèrent dans une petite bourse en cuir qu'elle attacha dans sa poche la plus profonde, tandis que la boussole continuait de pointer vers la formation de roches rouges. Leur descente du plateau les mena dans un labyrinthe de canyons étroits et de vallées cachées qui semblaient conçus par la nature pour dérouter les voyageurs imprudents. Mais Atlas navigua dans le labyrinthe avec la confiance de quelqu'un suivant un itinéraire bien connu, conduisant Sandrine à travers des passages si étroits qu'il devait avancer en file indienne et sur des corniches rocheuses qui auraient été terrifiantes sans la présence rassurante de son guide. Dans l'après-midi, ils avaient atteint une vallée abritée où un ruisseau important serpentait entre des bosquets de peupliers et de saules. Là, cachés parmi les arbres, ils découvrirent des preuves d'occupation antérieure, les vestiges d'anciennes exploitations minières qui avaient été abandonnées il y a si longtemps que la végétation forestière les avait en grande partie reconquises. Mais ce n'était pas de simples concessions minières. Les excavations étaient trop sophistiquées, les restes d'équipements trop avancés pour une simple prospection. Quelqu'un avait investi beaucoup d'argent et d'expertise pour extraire ce qui se cachait sous le sol de cette vallée. Atlas la conduisit à ce qui semblait être la pièce maîtresse de l'opération, un puits creusé profondément dans le flanc de la colline et renforcé par du bois qui portait encore les marques d'un travail de précision. Contrairement aux trous de prospecteurs grossiers disséminés dans le massif central, cette excavation avait été planifiée et exécutée avec l'habileté d'ingénieurs professionnels. C'est ce que Stéphane et Olivier ont trouvé, réalisa-t-elle. C'est pourquoi ils avaient besoin de cette carte. Un panneau en bois, usé mais toujours lisible, confirma ses soupçons, consortium minier San Miguel, 1847, personnel autorisé uniquement. La date lui noua l'estomac. Cette opération était antérieure aux revendications territoriales françaises de plus de 30 ans. Quelle que soit la propriété légale qui existait ici, elle n'appartenait certainement pas aux hommes qui l'avaient pourchassée. Une exploration plus approfondie des travaux abandonnés révéla quelque chose d'encore plus significatif, un camp qui avait été occupé au cours des derniers mois. Des cercles de feu récents, des provisions cachées, le plus troublant de tout, une croix en bois rudimentaire marquant une tombe fraîche. Quelqu'un était mort ici récemment, et celui qui l'avait enterré avait pris le temps de graver une simple inscription, OL. Il connaissait la vérité. Olivier Leroy, chuchota Sandrine, la gorge serrée par l'émotion. C'est ici qu'ils l'ont tué. Le comportement d'Atlas près de la tombe confirma sa conclusion.
Il s'approcha du repère avec la solennité d'un vieil ami rendant hommage, posant sa tête massive contre la croix en bois pendant plusieurs longs moments avant de revenir à ses côtés. Mais la mort d'Olivier n'avait pas mis fin à l'histoire. Caché sous un tas de pierres soigneusement disposées près de sa tombe, ils trouvèrent son dernier cadeau à quiconque continuerait le travail, un journal détaillé documentant 3 années d'exploration et de découvertes systématiques. Les entrées du journal peignaient le tableau d'une enquête méthodique qui avait découvert bien plus que de simples gisements d'or. Olivier et Stéphane avaient trouvé des preuves d'opérations minières espagnoles qui avaient extrait une richesse énorme de ces montagnes. Une richesse qui avait été cachée lorsque les troubles politiques avaient forcé les mineurs d'origine à abandonner leurs concessions. 15 juin 1879, lisez une entrée. Confirmer l'existence d'au moins 3 sites de cache majeurs. Les Espagnols ont scellé les entrées avant de partir, mais Atlas peut les localiser à l'odeur. Les capacités du chien continuent de m'étonner. Il semble comprendre la géographie des montagnes d'une manière qui défie toute explication rationnelle. Une autre entrée, datée de quelques semaines seulement avant la mort d'Olivier, était plus sinistre. Nous sommes observés. Les hommes de Georges Mercier ont posé des questions en ville, offrant de l'argent pour des informations sur des activités minières inhabituelles. Il faut accélérer le calendrier et sécuriser la cache principale avant qu'ils ne découvrent notre travail. Atlas devient de plus en plus protecteur chaque jour. Je crois qu'il sent le danger mieux que nous. La dernière entrée du journal, écrite de la main de plus en plus tremblante d'Olivier, fournissait la clé de tout. La boussole mènera au champ d'épreuve, mais seulement lorsque la montagne jugera le chercheur digne. J'ai entraîné Atlas à reconnaître ceux qui ont le cœur pur et un courage suffisant. S'il m'arrive quelque chose, il choisira le prochain gardien. Priez pour que ce soit quelqu'un qui comprenne que ce trésor s'accompagne de responsabilités sacrées. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient sur la vallée cachée, Sandrine était assise près de la tombe d'Olivier, essayant d'absorber l'ampleur de ce dont elle avait hérité. Il ne s'agissait pas seulement d'or ou de sécurité financière. Elle était devenue la gardienne de secrets qui avaient été protégés pendant des générations. Des secrets pour lesquels des hommes puissants étaient prêts à tuer. Atlas sembla sentir ses pensées accablantes. Il s'approcha et posa doucement sa tête sur ses genoux, offrant le genre de réconfort qui transcendait les espèces. Ses yeux sombres contenaient une patience infinie, comme s'ils comprenaient le poids de la décision qu'elle portait. « Tu as attendu que quelqu'un finisse ce qu'ils ont commencé, dit-elle doucement. Mais si je ne suis pas assez forte? Et si je fais les mauvais choix? Sa réponse fut immédiate. Il se leva et se dirigea vers le journal, puis revint avec une page spécifique tenue délicatement entre ses dents. L'entrée qu'il avait sélectionnée contenait les pensées d'Olivier sur le courage. Le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir avec droiture malgré la terreur. La montagne mettra à l'épreuve quiconque cherche ses trésors, mais elle récompense ceux qui se montrent dignes de sa confiance. La boussole en argent, lorsqu'elle la vérifia à nouveau, pointait vers une nouvelle destination, au sud-est, plus profondément au cœur de la chaîne de montagnes, là où aucune concession minière légitime n'avait jamais été enregistrée. Selon les cartes d'Olivier, cette direction menait à ce qu'il avait appelé le champ d'épreuve, un endroit où les Espagnols avaient dissimulé leurs plus grands trésors et leurs pièges les plus mortels. La nuit approchait, mais Sandrine prit sa décision. Il camperait ici, dans la vallée protégée, honorerait le sacrifice d'Olivier en passant une nuit près de sa tombe, puis suivrait la boussole vers ce qui les attendait au cœur caché des montagnes. Alors qu'elle préparait leur repas simple sur un petit feu, Atlas maintenait sa veille à l'entrée de la vallée. Ses oreilles restaient alertes au bruit de poursuite, mais son langage corporel s'était légèrement détendu. Peut-être que les coups de feu qu'ils avaient entendus plus tôt avaient résolu la menace immédiate. Ou peut-être que la montagne elle-même leur offrait un sanctuaire. Quoi qu'il en soit, demain apporterait la prochaine étape de leur voyage, dans un royaume où l'or et le danger marchaient main dans la main, où d'anciens secrets attendaient d'être découverts, et où une femme et son extraordinaire compagnon découvriraient s'ils possédaient le courage de percer des mystères qui étaient restés cachés depuis avant même que la France n'existe. Le champ d'épreuve les attendait, et avec lui, le test final de tout ce pourquoi Olivier Leroy et Stéphane Dubois étaient morts pour protéger. Le champ d'épreuve se révéla à l'aube comme un lieu qui défiait toute explication naturelle. Suivant la boussole en argent à travers un paysage qui devenait de plus en plus surréaliste, Sandrine et Atlas émergèrent d'un canyon étroit pour se retrouver devant un immense ravin creusé profondément au cœur de la montagne. Mais ce n'était pas l'œuvre de l'eau ou d'un bouleversement géologique. Les parois étaient trop lisses, les angles trop précis, comme si une force ancienne avait taillé une blessure parfaite dans la roche vive.
Sainte Marie et Saint Joseph, souffla Sandrine, fixant le gouffre. Quel genre d'homme aurait pu construire quelque chose comme ça? L'aiguille de la boussole tourna follement pendant plusieurs instants avant de se fixer sur une direction qui pointait directement vers les profondeurs du ravin. Quelque part bien en dessous, la lumière du soleil matinal scintillait sur ce qui semblait être des formations cristallines incrustées dans les parois rocheuses. Atlas avait trouvé un chemin, une série de corniches naturelles et de prises de pieds sculptées qui descendaient en zigzag sur la paroi et du ravin. Le parcours était périlleux, mais manifestement ancien, usé par des siècles d'utilisation prudente. Alors qu'ils commençaient leur descente, Sandrine remarqua que la paroi rocheuse portait des marques similaires à celles qu'ils avaient trouvées sur les sites de cache, mais celle-ci était plus grande et plus élaborée, racontant des histoires en symboles qu'elle ne pouvait pas lire. La descente dura près de 2 heures, avec de fréquents arrêts pour se reposer et s'émerveiller de leur environnement. Plus ils descendaient, plus il devenait évident que cet endroit avait été façonné par des mains humaines travaillant en harmonie avec les forces naturelles. L'eau suintait à travers les parois rocheuses pour former des bassins qui reflétaient la lumière de manière impossible, et l'air lui-même semblait scintiller d'une énergie qui faisait se dresser les poils sur les bras de Sandrine. Au fond du ravin, ils se trouvèrent dans une chambre circulaire d'environ 30 mètres de diamètre, dont les murs s'élevaient tout droit vers une étroite tranche de ciel bien au-dessus. Mais la caractéristique la plus remarquable de la chambre n'était pas sa taille. C'était la formation cristalline qui dominait son centre comme un hôtel fantastique. Les cristaux s'élevaient du sol de la chambre en tours spiralées qui captaient et reflétaient la lumière du soleil filtré, créant des motifs de lumière qui dansaient sur les murs sculptés. Mais ce n'étaient pas des formations minérales ordinaires. Elles pulsaient d'un éclat intérieur qui n'avait rien à voir avec la lumière réfléchie, et leur surface portait les mêmes marques symboliques que l'on trouvait dans tout ce complexe mystérieux. Le cœur de la montagne, murmura Sandrine, se souvenant d'une phrase du journal d'Olivier. Il a écrit sur un endroit où la terre elle-même prenait vie. Atlas s'approcha de la formation cristalline avec la révérence de quelqu'un entrant dans un espace sacré. Il se déplaça lentement et délibérément, s'arrêtant fréquemment pour sonder l'air avec son nez sensible. Lorsqu'il atteignit la base de la plus grande flèche de cristal, il se mit à creuser, non pas frénétiquement comme il l'avait fait sur les sites de cache, mais avec une précision minutieuse. Ce qui émergea de sous le sol de la chambre fit battre le cœur de Sandrine d'anticipation et de terreur. C'était un autre conteneur en métal, mais celui-ci était clairement ancien, fabriqué en argent et décoré de motifs complexes qui correspondaient aux symboles sur les murs. Lorsqu'elle l'ouvrit, le contenu lui coupa le souffle. À l'intérieur se trouvaient des trésors dignes d'une cathédrale ou d'un trésor royal, des calices en or incrustés de gemmes, des assiettes en argent portant des images religieuses, et des bijoux qui parlaient de la noblesse espagnole et de la richesse ecclésiastique. Mais plus significatif que les objets précieux était ce qu'ils représentaient. Ce n'était pas un trésor de pirates ou des profits miniers, mais des artefacts sacrés qui avaient été cachés pour les protéger de la profanation. Un rouleau de parchemin, remarquablement bien conservé, fournissait le contexte dans une écriture espagnole fluide. Bien que sa connaissance de la langue soit limitée, Sandrine put en déchiffrer assez pour comprendre le message de base. C'étaient des trésors provenant de missions et d'églises de tous les territoires espagnols, rassemblés et cachés lorsque les troubles politiques menaçaient leur sécurité. Mais la révélation la plus importante du rouleau était sa date, 1847, la même année marquée sur le panneau du consortium minier qu'ils avaient trouvé dans la vallée. Les Espagnols n'avaient pas abandonné leurs concessions en raison de la pression politique. Ils avaient été chassés par des intérêts français qui avaient découvert l'étendue de la richesse cachée et étaient prêts à utiliser la violence pour la réclamer. C'est pour ça qu'ils ont tué Olivier, réalisa T.L. Pas seulement pour l'or des concessions minières, mais pour des siècles de trésors accumulés. Le comportement d'Atlas était devenu de plus en plus agité alors qu'elle examinait les artefacts. Il faisait les 100 pas sans repos autour du périmètre de la chambre, s'arrêtant fréquemment pour regarder vers l'étroite ouverture bien au-dessus. Son message était clair, ils étaient exposés et vulnérables dans cet espace clos. Comme s'il était invoqué par son inquiétude, le son de voix résonna depuis le bord du ravin. Plusieurs hommes examinaient leur itinéraire de descente, et leurs paroles portaient clairement dans l'acoustique particulière de la chambre. Des traces fraîches menant dans le trou, rapporta une voix. On dirait une femme et cet énorme chien dont tout le monde parle. Parfait, vint la réponse avec un accent que Sandrine reconnut comme appartenant au chef du ruisseau espagnol. Ils nous ont menés droit à ce que nous cherchions. Georges Mercier sera très content. Et la femme? Elle en a trop vu pour la laisser partir. Elle ne marchera nulle part. Ce ravin est un piège parfait. Une seule entrée et une seule sortie,
et nous la contrôlons. Prenez votre temps pour descendre. Laissons-les mariner dans leur propre peur pendant un moment. Les mains de Sandrine tremblaient alors qu'elle remballait les trésors les plus portables. La chambre qui avait semblé être un sanctuaire quelques instants auparavant était devenue un piège mortel, avec des hommes armés contrôlant la seule sortie. Elle et Atlas étaient pris avec des preuves de découverte que des personnes puissantes tueraient pour posséder. Mais Atlas n'agissait pas comme un animal piégé. Au lieu de cela, il s'était déplacé vers une section du mur de la chambre qui semblait solide, mais ne l'était apparemment pas. Il grattait avec insistance ce qui ressemblait à une formation rocheuse naturelle, jusqu'à ce que Sandrine le rejoigne et découvre que la surface de la pierre était en fait une façade astucieuse. Derrière le faux mur se trouvait un passage creusé profondément dans la montagne, un tunnel qui se dirigeait vers l'obscurité, mais offrait la seule alternative à une mort certaine aux mains de leurs poursuivants. Le passage était étroit et manifestement ancien, mais il avait été conçu pour le passage humain. Une autre sortie, chuchota TL avec gratitude. Olivier et Stéphane le savaient, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils n'avaient pas peur d'explorer ici. La queue d'Atlas remua une fois avant qu'il ne plonge dans l'obscurité du tunnel. Sandrine suivit, portant sa lanterne à huiler les précieux artefacts, laissant derrière elle la belle chambre de cristal et les voix des hommes qui étaient venus réclamer à la fois le trésor et sa vie. Le passage serpentait et se ramifiait comme un vaste labyrinthe souterrain. Mais Atlas y naviguait avec la même confiance qu'il avait montrée en surface. Ils grimpèrent régulièrement, suivant ce qui semblait être un itinéraire conçu pour émerger loin de l'entrée évidente du ravin. Derrière eux, les voix de leurs poursuivants devinrent plus faibles et plus frustrées, alors qu'ils réalisaient que leur piège avait échoué. Devant eux se trouvaient des passages inconnus qui pourraient mener à la liberté ou à un péril plus profond. Mais avec des trésors sacrés dans son sac et un guide surnaturel lui montrant le chemin, Sandrine Dubois s'enfonça plus avant dans le cœur caché de la montagne, sachant que chaque pas l'éloignait davantage de son ancienne vie et la plongeait plus profondément dans un destin qu'elle ne faisait que commencer à comprendre. La lumière pulsante de la formation de cristal s'estompa derrière eux alors qu'ils grimpaient vers la révélation qui les attendait dans l'obscurité. Le tunnel déboucha à la lumière du jour à un endroit qui défiait la compréhension de Sandrine de la géographie des montagnes. Ils auraient dû être à des kilomètres de l'entrée du ravin. Pourtant, elle pouvait encore entendre les échos lointains des voix frustrées de leurs poursuivants. Les passages internes des montagnes semblaient plier l'espace d'une manière qui défiait la pensée rationnelle. Ils se retrouvèrent sur une corniche surplombant une vallée cachée qui n'apparaissait sur aucune des cartes d'Olivier. Ce n'était pas le terrain rocheux et rude typique de la haute altitude du Massif central. Au lieu de cela ressemblait à un jardin secret où des sources alimentaient une végétation luxuriante et où des arbres anciens atteignaient des hauteurs impossibles. L'air lui-même semblait différent ici. Plus chaud et chargé de la même énergie qu'ils avaient ressentie dans la chambre de cristal. Cet endroit ne devrait pas exister, murmura Sandrine, fixant le paysage impossible qui s'étendait sous eux. Atlas la guidait déjà sur un sentier qui semblait avoir été sculpté spécifiquement pour leur arrivée. Le chemin était trop parfait, trop bien entretenu pour être naturel, mais il ne montrait aucun signe de passage humain récent. En descendant dans la vallée, Sandrine remarqua quelque chose qui fit accélérer son pouls, des structures cachées parmi les arbres imposants. Pas de bâtiments de frontières rudimentaires, mais une architecture sophistiquée qui parlait d'ingénierie avancée et de sensibilité artistique. La première structure qu'ils rencontrèrent était un bâtiment en pierre qui aurait pu orner n'importe quelle ville européenne. Ses murs étaient construits de blocs parfaitement ajustés, et ses fenêtres étaient remplies de verres qui captaient et reflétaient la lumière du soleil de l'après-midi en display prismatique. Mais ce qui rendait le bâtiment vraiment remarquable, c'était son âge évident combiné à son état impeccable, comme si le temps lui-même se déplaçait différemment dans ce lieu caché. Un monastère, souffla TL, reconnaissant des symboles religieux gravés dans la maçonnerie. Les Espagnols ont construit un monastère ici. À l'intérieur, ils découvrirent un complexe qui avait été abandonné mais pas oublié. Les pièces étaient propres et bien entretenues, avec des meubles recouverts d'un tissu qui ne montrait aucun signe de décomposition. Des artefacts religieux remplissaient des vitrines soigneusement arrangées, et une bibliothèque contenait des livres et des manuscrits qui semblaient couvrir des siècles de connaissances accumulées. Mais la caractéristique la plus significative du monastère était sa pièce maîtresse, une chapelle où la lumière naturelle filtrant à travers des vitraux créait des motifs qui semblaient bouger et danser indépendamment de la position du soleil. Sur l'autel, incrustée dans la pierre elle-même, se trouvait une boîte de sûreté en fer, sécurisée par des mécanismes qui n'appartenaient à aucun artisanat terrestre. La surface de la boîte était couverte de symboles qui correspondaient à ceux qu'ils avaient trouvés tout au long de leur voyage,
mais ceux-ci étaient en quelque sorte différents, plus complexes, comme s'ils contenaient des couches de signification au-delà de la simple identification. Lorsque Sandrine s'approcha avec la boussole en argent, l'aiguille de l'appareil se mit à tourner rapidement avant de pointer directement vers le conteneur mystérieux. Il réagit à quelque chose, observa-t-elle. La boussole, les cristaux, cette boîte, ils sont tous connectés d'une manière ou d'une autre. Atlas s'était positionné entre Sandrine et l'entrée de la chapelle, son langage corporel indiquant une alerte extrême. Ses oreilles étaient dressées, et des grognements sourds sortaient de sa gorge à intervalles réguliers. Quelque chose approchait du monastère, et à en juger par sa réaction, ce n'était pas amical. Le son de chevaux leur parvint quelques instants plus tard. Plusieurs cavaliers se déplaçant dans la vallée avec la confiance de personnes familières avec le terrain. Mais ce n'étaient pas les mêmes voix qu'ils avaient entendues au ravin. Ces hommes parlaient espagnol, leurs mots portant clairement dans l'environnement acoustique du monastère. La femme et le chien ont trouvé le sanctuaire, rapporta une voix. Tout comme les vieilles histoires le promettaient. Alors le moment est venu, répondit une autre. Cette voix portait l'autorité du commandement. Préparez les documents. Si elle s'est montrée digne d'atteindre cet endroit, alors peut-être peut-on lui confier toute la vérité. Et si elle se montre indigne? Alors la montagne la réclamera, comme elle a réclamé tous les autres. La conversation fit frissonner Sandrine. Ce n'étaient pas des chasseurs de trésors ou des spoliateurs de concessions. Ils parlaient avec la révérence de personnes qui comprenaient la signification sacrée de ce lieu. Mais leurs mots suggéraient qu'elle était évaluée selon des normes qu'elle ne comprenait pas, avec des conséquences qui pourraient s'avérer fatales. Les grognements d'Atlas avaient cessé, remplacés par une alerte qui suggérait une reconnaissance plutôt qu'une menace. Lorsque la première silhouette apparut dans l'embrasure de la chapelle, sa réaction confirma ce que Sandrine commençait à soupçonner. Ces nouveaux venus n'étaient pas des ennemis. L'homme qui entra était âgé, mais se tenait avec une dignité qui parlait d'une autorité acquise par des décennies d'expérience. Ses vêtements étaient de bonne facture mais pratiques, et ses traits burinés suggéraient une vie passée en montagne. Derrière lui venaient deux hommes plus jeunes qui se déplaçaient avec la précision prudente de personnes habituées aux situations dangereuses. Sonora Dubois, dit l'aîné dans un français accentué mais clair. Je suis le père Jean Santos, et j'attends depuis de nombreuses années de vous rencontrer. Vous savez qui je suis? Demanda Sandrine, sa main se déplaçant instinctivement vers le revolver à sa hanche. Nous connaissons le travail de votre mari avec Olivier Leroy. Nous connaissons le chien qui vous a choisi comme compagne. Et nous savons que votre arrivée ici accomplit des prophéties qui ont été gardées par mon ordre depuis plus de 2 siècles. Le père Santos s'approcha de l'autel avec la révérence de quelqu'un entrant dans un espace sacré. Mais plus important encore, nous savons que vous vous êtes montré digne d'apprendre la vérité sur ce que vous avez découvert. La boîte de sûreté en fer répondit à la présence du prêtre, ses mécanismes complexes commençant à bouger et à s'aligner sans aucune manipulation visible. Lorsque le conteneur s'ouvrit, il révéla des documents qui semblaient à la fois anciens et parfaitement conservés, des cartes, des contrats et des textes religieux qui racontaient une histoire bien plus complexe que la simple chasse au trésor. Les Espagnols n'ont pas abandonné ces montagnes, expliqua le père Santos. Nous nous sommes retirés dans ce sanctuaire, attendant la bonne personne pour continuer notre mission sacrée. Les trésors que vous avez trouvés ne sont pas une richesse à réclamer. Ce sont des ressources à protéger et à utiliser à des fins qui transcendent le gain individuel. Les documents peignaient le tableau d'une organisation qui avait passé des siècles à accumuler et à sauvegarder des artefacts, des connaissances et des richesses qui n'appartenaient à aucune nation ou individu. Le monastère n'était pas seulement une cachette. C'était le siège d'un ordre dédié à la préservation des objets sacrés jusqu'à ce qu'ils puissent être rendus à leur juste fin. Votre mari a compris cela, poursuivit le prêtre. Olivier Leroy est mort en le protégeant. Et maintenant, Sonora Dubois, vous devez décider si vous êtes prête à accepter la responsabilité qui vient avec cette connaissance. Quel genre de responsabilité? Demanda-t-elle, bien que quelque chose dans son cœur connaisse déjà la réponse. Devenir la prochaine gardienne des secrets de la montagne. De protéger ce qui nous a été confié contre ceux qui l'utiliseraient à des fins égoïstes. De veiller à ce que, le moment venu, ces trésors servent la volonté de Dieu plutôt que la cupidité de l'homme. Atlas s'était placé à ses côtés, sa présence massive offrant un soutien silencieux à la décision qu'elle prendrait. Le chien l'avait guidé jusqu'à ce moment, mais le choix d'accepter son destin lui appartenait seul. À l'extérieur des murs du monastère, elle pouvait entendre de nouvelles voix.
Les hommes qui les avaient poursuivis depuis le ravin avaient trouvé la vallée cachée. Le temps manquait, et les décisions ne pouvaient plus être reportées. La confrontation finale approchait, et tout dépendrait de si Sandrine Dubois possédait le courage de réclamer son héritage en tant que gardienne de mystère qui avait façonné ces montagnes pendant des siècles. La boîte de sûreté en fer brillait dans la lumière mystique de la chapelle, ses secrets enfin révélés à quelqu'un jugé digne de leur confiance. La vérité, lorsqu'elle émergea finalement de la boîte de sûreté en fer, était plus extraordinaire que tout ce que Sandrine aurait pu imaginer. Parmi les anciens documents se trouvait un médaillon de jade différent de tout ce qu'elle avait jamais vu, non pas fabriqué par des mains humaines, mais ayant en quelque sorte poussé de la montagne elle-même. Sa surface pulsait de la même lumière intérieure qu'ils avaient observée dans la chambre de cristal, et le toucher envoyait des vagues d'énergie à travers tout son corps. « C'est pourquoi Atlas vous a choisi, dit doucement le père Santos. Le médaillon ne répond qu'à ceux qui portent la lignée. »« Quelle lignée ?» demanda Sandrine, bien que quelque chose au fond de sa mémoire s'agitait, des fragments d'histoire que sa grand-mère lui avait racontés sur des ancêtres qui avaient vécu dans ces montagnes bien avant toute colonisation européenne. Le père Santos sortit un autre document de la boîte. Celui-ci portait des sceaux et des signatures qui parlaient d'autorité officielle. Votre arrière-arrière-grand-mère était Maria Esperanza Santos, ma sœur est la dernière descendante connue du peuple indigène qui a découvert le pouvoir de ces montagnes. Lorsqu'elle a épousé votre arrière-grand-père et pris son nom, la connexion a été pensée rompue pour toujours. La révélation frappa Sandrine comme un coup physique. L'histoire confortable de l'héritage pionnier de sa famille s'effondra alors qu'elle réalisait la vérité. Sa lignée la reliait non seulement aux colons européens, mais aussi aux habitants originels de ces montagnes, des gens qui avaient compris et protégé leurs secrets bien avant l'arrivée des missionnaires espagnols. Le chien savait, chuchota TL, la compréhension l'inondant. Atlas pouvait sentir la connexion. Atlas n'est pas un animal ordinaire, confirma le père Santos. Ses ancêtres étaient des esprits compagnons des premiers gardiens des montagnes. Lorsque les Espagnols sont arrivés, les chamans indigènes ont fait un pacte. Ils partageraient leurs connaissances en échange de la protection des sites sacrés. Le monastère a été construit comme un pont entre deux cultures, deux façons de comprendre le pouvoir des montagnes. Comme s'il répondait à la révélation de sa vraie nature, Atlas commença à changer sous les yeux de Sandrine. Sa forme déjà massive sembla s'étendre davantage, et sa fourrure sombre prit un éclat presque surnaturel. Mais la transformation la plus spectaculaire fut dans ses yeux. Il brillait maintenant de la même lumière intérieure que le médaillon de jade, révélant une intelligence qui transcendait la conscience canine normale. Il a caché sa vraie nature, souffla TL. Tout ce temps, il m'a protégé en apparaissant simplement comme un chien exceptionnellement grand. Les esprits de la montagne prennent de nombreuses formes, expliqua le père Santos. Atlas est le dernier de son espèce, attendant depuis des décennies que quelqu'un de la lignée appropriée réclame son héritage. Mais Sonora Dubois, vous devez comprendre que ce pouvoir s'accompagne de responsabilités terribles et de dangers tout aussi terribles. Les documents dans la boîte racontaient une histoire qui expliquait tout ce qu'ils avaient rencontré. Le trésor espagnol n'était pas seulement de l'or et de l'argent. Il comprenait des artefacts qui canalisaient l'énergie naturelle des montagnes, des objets qui pouvaient localiser des ressources cachées, influencer les conditions météorologiques, et même affecter les pensées et les émotions de ceux qui les rencontraient. La boussole en argent n'était qu'un exemple de technologie qui comblait le fossé entre les forces naturelles et surnaturelles. C'est pourquoi les hommes de Georges Mercier ont été si persistants, réalisa TL. Ils ne veulent pas seulement un trésor. Ils veulent un pouvoir qui pourrait remodeler tout le territoire. Exactement. Et ils ont été guidés par quelqu'un qui comprend la vraie nature de ce qui est caché ici. L'expression du père Santos devint sombre. Quelqu'un qui cherche le gardien de la lignée depuis de nombreuses années, attendant le bon moment pour réclamer à la fois le pouvoir et la personne capable de le manier. Avant que Sandrine ne puisse demander des éclaircissements, le son de voix approchant leur parvint de l'extérieur du monastère. Mais ce n'étaient pas les cris rauques des chasseurs de trésors. Ils portaient l'autorité d'hommes habitués à commander. Madame Dubois, la voix appartenait à quelqu'un qu'elle reconnut, mais ne put immédiatement placer. Je sais que vous êtes là-dedans. Nous avons beaucoup de choses à discuter, et je crains que votre temps pour choisir soit écoulé. La réaction d'Atlas fut immédiate et alarmante. Ses poils se hérissèrent et des grognements sortirent de sa gorge qui semblaient faire trembler les pierres anciennes du monastère. Quels que soient les sens surnaturels qu'il possédait, il hurlait des avertissements sur la silhouette qui approchait. Vous connaissez cette voix,
observa le père Santos, observant attentivement le visage de Sandrine. Je crois que oui. C'est Nicolas Leroy. Mais c'est impossible. C'est le frère d'Olivier, l'ami de Stéphane. Il m'a aidé à comprendre ce qui se passait. Vous a-t-il aidé ou vous a-t-il guidé exactement là où quelqu'un voulait que vous alliez? La terrible possibilité lui apparut alors que des pas approchaient de l'entrée de la chapelle. Nicolas Leroy apparut dans l'embrasure, mais ce n'était pas le montagnard buriné qu'elle avait rencontré à sa maison. Ce Nicolas était bien habillé, confiant, et accompagné d'hommes armés qui se déplaçaient avec une précision militaire. « Bonjour, Sandrine, dit-il avec un sourire sans chaleur. Je dois dire que vous avez dépassé même mes plus hautes attentes. Trouvez cet endroit, activez le médaillon, révélez la vraie nature d'Atlas. Vous avez accompli en quelques jours ce qu'il m'a fallu des années pour orchestrer. Vous n'êtes pas le frère d'Olivier, dit-elle, la compréhension l'inondant. Oh, mais si. Je ne suis juste pas le membre de la famille en deuil que vous avez supposé que j'étais. Le masque de Nicolas était complètement tombé, révélant quelqu'un qui jouait un jeu complexe depuis le tout début. Olivier était faible, voyez-vous. Il croyait vraiment à toutes ces bêtises sur les responsabilités sacrées et la protection des trésors pour un bien supérieur. J'ai dû le retirer de l'équation. Vous avez tué votre propre frère. J'ai éliminé un obstacle au progrès, tout comme j'ai éliminé votre mari quand il a refusé de révéler l'emplacement de la cache du gardien. Nicolas s'avança plus loin dans la chapelle, ses hommes le flanquant, arme au poing. Mais Stéphane m'a rendu un dernier service. Il a entraîné cet animal magnifique à reconnaître la lignée. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre qu'Atlas choisisse son prochain gardien, puis de suivre là où il menait. Le médaillon de jade pulsa plus fort dans la main de Sandrine, et elle sentit un pouvoir couler en elle qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle savait en quelque sorte utiliser. La montagne elle-même semblait répondre à son état émotionnel, et l'atmosphère de la chapelle se chargea d'une énergie qui faisait scintiller l'air lui-même. « Vous avez fait une erreur, Nicolas, dit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. Vous avez supposé qu'avoir la lignée signifiait que je pouvais être contrôlé ou manipulé comme les artefacts que vous avez collectionnés. Ne le pouvez-vous pas? Son sourire confiant vacilla légèrement alors qu'il remarquait le changement dans l'atmosphère de la chapelle. Le grognement d'Atlas était devenu si profond qu'il semblait émerger de la montagne elle-même, et ses yeux brillaient maintenant d'un feu surnaturel. Mais plus significativement, il n'était plus seul. Des formes se matérialisaient dans les ombres de la chapelle. D'autres esprits, d'autres gardiens qui attendaient leur heure de retour. La montagne a été patiente, dit doucement le père Santos. Mais la patience a ses limites. Vous avez réveillé des forces qui dormaient depuis des générations, monsieur le roi. Des forces qui ne font pas la distinction entre les gardiens de la lignée et ceux qui exploiteraient leur pouvoir. La confiance de Nicolas se fissura finalement alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qu'il avait mis en branle. Ces plans soigneusement établis l'avaient amené à la source d'un pouvoir inimaginable, mais ils avaient aussi réveillé des gardiens dont la loyauté ne pouvait être ni achetée ni forcée. La confrontation finale commençait, et Sandrine Dubois, descendante de chamane des montagnes, veuve d'un chasseur de trésors, et gardienne choisie de secrets anciens, se tenait en son centre avec des pouvoirs qu'elle ne faisait que commencer à comprendre, et des responsabilités qui définiraient le reste de sa vie. Le médaillon de jade flamboyait d'un feu intérieur, et la montagne elle-même se préparait à révéler toute l'étendue de ce qu'elle protégeait depuis des siècles. La chapelle se remplit d'énergie surnaturelle alors que Sandrine saisissait le médaillon de jade et sentait toute la puissance de son héritage couler dans ses veines. Les murs anciens commencèrent à résonner d'harmoniques qui semblaient émerger du cœur même de la montagne, et les symboles gravés dans tout le monastère s'embrasèrent d'une lumière intérieure alors que des systèmes dormants se réveillaient après des siècles de sommeil. Mais Nicolas Leroy n'était pas homme à se laisser intimider par des démonstrations surnaturelles. Impressionnante mise en scène, dit-il en faisant signe à ses hommes de lever leurs armes. Mais vous n'êtes toujours qu'une femme avec un chien, aussi inhabituel soit-il. J'ai 12 hommes armés et le soutien des autorités territoriales qui légitimeront toutes les revendications que je ferai ici. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire, avertit le père Santos en se plaçant aux côtés de Sandrine. La tutelle n'est pas qu'un titre. C'est un lien avec des forces qui protègent ces montagnes depuis la nuit des temps. Comme pour souligner ces paroles, les cloches du monastère se mirent à sonner sans qu'aucune main visible ne les mette en mouvement. Le son résonna à travers la vallée cachée et dans les passages au-delà, portant un message qui atteignit chaque créature et esprit à des kilomètres du site sacré. Atlas était devenu encore plus grand, sa forme étant maintenant clairement plus esprit que chair.
Ses yeux brillaient d'un feu surnaturel, et quand il bougeait, les ombres semblaient danser autour de lui comme des êtres vivants. Mais il n'agissait pas seul. D'autres formes se matérialisaient dans toute la chapelle. Des silhouettes translucides qui portaient la présence indubitable des gardiens précédents de la montagne. Les esprits de ceux qui sont venus avant, chuchota Sandrine, reconnaissant dans leur visage les mêmes traits qu'elle voyait sur de vieilles photographies de sa grand-mère. Ils ne sont jamais vraiment partis. Ils attendaient, confirma le père Santos, attendant que la lignée revienne, que quelqu'un de digne réclame le plein héritage du pouvoir de la montagne. La confiance de Nicolas était visiblement ébranlée alors qu'il comptait le nombre croissant de présences surnaturelles qui les entouraient. Ces hommes, des combattants de la frontière endurcie habitués aux adversaires humains, s'agitaient nerveusement alors que la température dans la chapelle commençait à chuter, et que l'air même s'épaississait d'une énergie d'un autre monde. Mais Nicolas le roi n'avait pas atteint sa position par lâcheté. Les fantômes n'arrêtent pas les balles, déclara-t-il en levant son propre revolver. Et les malédictions anciennes n'empêchent pas la propriété légale. Je m'occuperai de vos esprits après avoir réclamé ce pourquoi je suis venu. Le médaillon de jade pulsa dans la main de Sandrine. Et soudain, elle put entendre des voix, des chuchotements dans des langues à la fois familières et étranges, portant une connaissance qui s'était accumulée en ce lieu depuis d'innombrables générations. Elle comprenait maintenant que son rôle n'était pas seulement de protéger un trésor, mais de servir de pont entre le monde humain et le monde des esprits. « Vous voulez les trésors de la montagne » demanda-t-elle à Nicolas, sa voix portant une nouvelle autorité. Alors laissez la montagne elle-même décider qui les mérite. Elle pressa le médaillon contre l'autel ancien, et la chapelle explosa de lumière. Mais ce n'était pas l'illumination crue du feu ou de l'électricité. C'était l'éclat doux et vivant des forces naturelles se réveillant après une longue dormance. Chaque surface du monastère se mit à briller de symboles qui racontaient l'histoire complète de la tutelle de la montagne. Le bâton en bois qui apparut dans ses mains semblait se matérialiser de l'autel de la chapelle lui-même, comme si le bois sacré avait attendu des siècles son contact. Sa surface était gravée de motifs complexes qui correspondaient au médaillon de jade, et lorsqu'elle le saisit, la connexion entre elle et la montagne devint complète. Le bâton du premier gardien, souffla le père Santos. Je pensais qu'il était perdu à jamais lorsque les Espagnols furent contraints de se retirer. Rien n'est jamais vraiment perdu ici, répondit Sandrine, la compréhension l'inondant alors que d'anciennes mémoires se réveillaient. La montagne se souvient de tout. De chaque gardien, de chaque trésor, de chaque personne qui a cherché ses secrets avec des intentions pures ou corrompues. Les hommes de Nicolas reculaient vers l'entrée de la chapelle, leurs armes vacillant alors que les phénomènes surnaturels se multipliaient autour d'eux. Des vents d'aucune source terrestre tourbillonnaient dans l'espace clos, portant des odeurs de forêt de pins et d'anciennes cérémonies. Le sol sous leurs pieds se mit à émaner une chaleur qui pulsait au rythme d'un battement de cœur plus grand que n'importe quel cœur humain. Mais Nicolas lui-même resta ferme, les yeux fixés sur le bâton dans les mains de Sandrine avec une intensité qui frisait la folie. « J'ai passé 20 ans à planifier ce moment, » dit-il entre ses dents serrées. « Je ne serai pas dénié par des tours de passe-passe et des superstitions indiennes. » « Ce ne sont pas des tours, » avertit le père Santos. « Vous assistez au jugement de la montagne, et elle vous trouve manquant dans toutes les mesures qui comptent. » Les esprits gardiens avaient formé un cercle autour de la chapelle, leur forme translucide devenant plus solide à chaque instant qui passait. Sandrine pouvait voir son arrière-arrière-grand-mère parmi eux, une femme dont elle reconnaissait le visage de ses rêves d'enfant, mais qu'elle n'avait jamais comprise. L'esprit hocha la tête avec approbation et fit un geste vers Nicolas avec une expression de profonde tristesse. « Elle dit que vous avez été marqué par la montagne pour le jugement, » dit Sandrine à Nicolas, comprenant d'une manière ou d'une autre la communication sans parole de l'esprit. « Votre frère Olivier a essayé de vous avertir, a essayé de vous montrer la bonne façon d'approcher ces lieux sacrés, mais la cupidité et l'ambition ont corrompu votre cœur au-delà de toute rédemption. » La réponse de Nicolas fut de lever son revolver et de le pointer directement sur le cœur de Sandrine. « Assez de bêtises mystiques. Vous venez avec moi, avec ce médaillon et ce bâton. Je réglerai les complications surnaturelles plus tard. » Mais alors que son doigt se resserrait sur la gâchette, Atlas s'interposa. Le grand chien avait assumé sa pleine forme spirituelle, s'élevant à près de 2 mètres au garrot et rayonnant d'une énergie protectrice qui faisait vibrer les pierres de la chapelle d'une résonance harmonique. Lorsque Nicolas tira, la balle traversa sans danger le corps surnaturel d'Atlas et se logea dans le mur derrière eux. « Vous, » dit Sandrine, comprenant enfin la vérité sur son compagnon. Atlas est un esprit de la montagne qui a pris forme physique pour guider et protéger les gardiens.
Il a attendu des décennies que je réclame mon héritage pour pouvoir révéler sa vraie nature. Le son de pas approchant résonna de l'extérieur du monastère. Non pas les lourdes bottes des hommes restants de Nicolas, mais la démarche plus légère de personnes se déplaçant avec détermination et révérence. La voix de Monique Bernard s'éleva à travers la vallée, accompagnée d'autres voix du village de la Creuse. Sandrine Dubois, nous avons vu les lumières et entendu les cloches. Est-ce que tout va bien là-dedans? Les gens du village observa le père Santos avec satisfaction. La montagne les a appelés ici. Lorsque la tutelle se réveille, elle envoie un appel à tous ceux qui vivent sous sa protection. Les plans soigneusement établis de Nicolas s'effondraient alors qu'il réalisait que sa confrontation isolée était devenue un rassemblement communautaire. À travers les fenêtres de la chapelle, Sandrine pouvait voir des visages familiers de la vallée, Monique Bernard, son fils Léo, le forgeron Tom Riley, et au moins une douzaine d'autres qui avaient fait le dangereux voyage dans les montagnes, suivant un instinct qu'ils ne pouvaient nommer. Ils l'ont senti aussi, réalisa-t-elle. Le réveil. La montagne rappelle son peuple à la maison. Le bâton dans ses mains pulsa d'une énergie croissante, et Sandrine se trouva à comprendre son but. Ce n'était pas seulement un symbole d'autorité. C'était un outil pour canaliser le pouvoir protecteur de la montagne, un moyen de s'assurer que les trésors cachés dans ces pics serviraient leur but prévu d'aider la communauté plutôt que d'enrichir les individus. Nicolas était maintenant piégé, entouré de gardiens surnaturels à l'intérieur de la chapelle et d'une foule croissante de villageois en colère à l'extérieur. Ces hommes restants avaient complètement perdu leur sang-froid, laissant tomber leurs armes et reculant devant des phénomènes qui défiaient tout ce qu'ils pensaient comprendre du monde. « Vous pensez que ces fermiers et boutiquiers peuvent m'arrêter » demanda Nicolas. Mais sa voix portait une pointe de désespoir. « J'ai le soutien d'intérêts puissants à Lyon, des autorités territoriales qui feront respecter mes revendications, peu importe ce que veulent vos esprits de la montagne. » Vos bailleurs de fonds à Lyon ne connaissent pas la vraie nature de la montagne, répondit calmement le père Santos. Ils vous ont envoyé ici en pensant qu'ils investissaient dans de simples concessions minières. Quand ils apprendront ce que vous avez réellement réveillé, ils vous abandonneront plus vite que des rats quittant un navire en perdition. Sandrine leva le bâton, et sa lueur s'intensifia jusqu'à ce que toute la chapelle flamboie d'un éclat surnaturel. Elle pouvait sentir la vaste conscience de la montagne s'agiter autour d'elle, ancienne et patiente, mais réveillée pour une action protectrice par la menace que Nicolas représentait. Le jugement commence, annonça-t-elle, sa voix portant des harmoniques qui semblaient émerger des pierres elles-mêmes. Nicolas le roi, vous avez violé une confiance sacrée, assassiné votre propre frère et cherché à exploiter un pouvoir qui n'était jamais destiné au gain personnel. La montagne décidera de votre sort. Le médaillon de jade dans son autre main se mit à résonner avec l'énergie du bâton. Et soudain, Sandrine put voir tout le réseau caché de passages, de chambres et de sites sacrés qui sillonnaient ses pics. Elle comprenait maintenant que le monastère n'était qu'un nœud dans un vaste système conçu pour protéger et canaliser des forces naturelles que la plupart des gens ne pouvaient pas comprendre. Mais plus important encore, elle pouvait voir les fils spirituels qui reliaient chaque personne dans la vallée à la conscience protectrice de la montagne. Nicolas le roi apparaissait comme un vide sombre dans ce réseau, une corruption qui menaçait d'empoisonner tout ce qu'elle touchait. « Regardez autour de vous, lui dit-elle. Voyez-vous la lumière qui relie chaque être vivant en ce lieu ? Vous apparaissez comme une obscurité, Nicolas. La montagne elle-même rejette votre présence. » Les esprits gardiens se rapprochaient maintenant, leur forme devenant plus substantielle à mesure que le pouvoir du bâton atteignait sa pleine activation. L'arrière-arrière-grand-mère de Sandrine s'avança et posa une main translucide sur l'épaule de sa descendante, partageant des souvenirs et des connaissances qui couvraient des générations de tutelles fidèles. Grâce à ce contact, Sandrine apprit le secret le mieux gardé de la montagne, les trésors qu'ils avaient découverts n'avaient jamais été le véritable prix. Le vrai pouvoir résidait dans le réseau d'énergie naturelle auquel le gardien pouvait accéder grâce au bâton et au médaillon. Un pouvoir pour guérir la terre, pour assurer des récoltes abondantes, pour protéger les communautés des catastrophes naturelles et des menaces humaines. C'est ce que Stéphane et Olivier ont vraiment découvert, souffla-t-elle. Pas seulement de l'or et de l'argent, mais la capacité d'assurer la prospérité et la sécurité pour tous ceux qui vivent sous la protection de la montagne. Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent alors qu'il comprenait enfin l'ampleur de ce qu'il avait essayé de voler. Ce genre de pouvoir. Il pourrait contrôler des territoires entiers, faire des rois d'hommes ordinaires. Ou il pourrait s'assurer que personne dans ces vallées n'ait jamais faim, que les récoltes n'échouent jamais, que les communautés prospèrent en harmonie avec le monde naturel. Sandrine le comptera.
Le choix de la manière d'utiliser un tel pouvoir révèle le vrai caractère de celui qui le manie. Le son des voix à l'extérieur devenait plus fort alors que de plus en plus de villageois arrivaient, attirés par le phare surnaturel qui brillait depuis le monastère. Mais ce n'étaient pas seulement des habitants de la vallée. Des gens venaient de villages de toute la région, suivant des instincts qu'ils ne pouvaient expliquer, mais auxquels ils faisaient implicitement confiance. La montagne réclame toutes ses dettes, observa le père Santos. Chaque famille qui a prospéré sous sa protection, chaque communauté qui s'est épanouie à son ombre, ils viennent tous assister à la relève de la garde. Nicolas joua sa dernière carte désespérée, se jetant sur Sandrine avec un couteau tiré de sa botte. Mais Atlas l'intercepta sans effort, la forme surnaturelle du chien-esprit s'étendant pour remplir la moitié de la chapelle. Lorsque la lame de Nicolas frappa le corps éthéré d'Atlas, elle le traversa sans danger tandis qu'une énergie spirituelle refluait à travers l'arme, envoyant Nicolas voler à travers la pièce. Le jugement est rendu, déclara Sandrine en levant à la fois le bâton et le médaillon vers le plafond voûté de la chapelle. Nicolas le roi, vos crimes contre la montagne et son peuple sont connus et attestés. Vous quitterez ce lieu et ne reviendrez jamais, dépouillé de toute prétention à ses trésors, et marqué à jamais comme celui qui a choisi la corruption plutôt que le service. Le médaillon de jade flamboya d'une autorité finale, et Nicolas hurla alors qu'une partie essentielle de son être était consumée. Quand la lumière s'estompa, il se tenait diminué. Non plus le manipulateur confiant qui avait orchestré des années de complot, mais un homme brisé dont la connexion au pouvoir de la montagne avait été définitivement coupée. Ses partisans restants l'aidèrent à se relever et entamèrent la longue retraite du monastère, sachant qu'ils ne seraient plus jamais les bienvenus dans ces montagnes sacrées. La menace qui avait poussé Sandrine à se cacher était neutralisée, mais de plus grands défis l'attendaient alors qu'elle se préparait à assumer toutes les responsabilités de la tutelle. Dehors, les voix de sa communauté appelaient son nom, prêtes à accueillir leur protectrice nouvellement éveillée et à apprendre comment leur vie changerait sous la direction de quelqu'un qui pouvait canaliser l'ancien pouvoir de la montagne. Le bâton pulsa d'une énergie patiente. Et Atlas, maintenant révélé dans sa pleine gloire spirituelle, se tenait prêt à commencer la phase suivante de leur partenariat. Le champ d'épreuve avait testé sa valeur, et Sandrine Dubois en était sortie comme la gardienne légitime de mystères qui remodèlerait non seulement son propre destin, mais l'avenir de tous ceux qui appelaient ces montagnes leur foyer. La confrontation finale éclata avec une fureur surnaturelle alors que Nicolas le roi, dépouillé de sa connexion au pouvoir de la montagne mais rendu fou par sa perte, fit une dernière tentative désespérée pour réclamer ce qu'il croyait lui revenir de droit. Tirant un revolver caché dessous son manteau, il tira sauvagement sur les esprits gardiens, les murs anciens, et finalement sur Sandrine elle-même. Mais la chapelle était devenue un nexus d'énergie protectrice. Les balles traversaient sans danger les formes spirituelles ou étaient déviées par des barrières de lumière qui se matérialisaient là où elles étaient nécessaires. Atlas, maintenant révélé dans sa pleine magnificence surnaturelle, se déplaçait comme une ombre liquide entre Nicolas et sa cible. Son corps était réabsorbant des attaques qui auraient été fatales à tout défenseur mortel. « Vous ne l'aurez pas !» hurla Nicolas, sa voix se brisant d'hystérie. « J'ai tout sacrifié, mon frère, mon âme, 20 ans de ma vie, et je ne serai pas dénié par une sorcière des montagnes et son chien-esprit. » Le bâton dans les mains de Sandrine flamboya d'une puissance réactive, et elle sentit tout le poids de générations de gardiens couler à travers sa conscience. L'esprit de son arrière-arrière-grand-mère s'avança, plaçant des mains translucides sur celles de Sandrine sur le bois ancien, partageant une connaissance qui rendait tout clair. La couronne, chuchota l'esprit d'une voix comme le vent dans les aiguilles de pin. Le test final requiert la couronne. Sandrine comprit immédiatement. Caché dans le sanctuaire le plus profond du monastère se trouvait le symbole ultime de la tutelle, une couronne d'or qui avait été portée par chaque protecteur de la montagne depuis que les premiers chamans indigènes avaient découvert son pouvoir. Mais la réclamer nécessiterait de passer par des épreuves qui avaient coûté la vie à des chercheurs indignes pendant des siècles. Les hommes restants de Nicolas s'étaient enfuis lorsque la bataille surnaturelle avait commencé, mais l'homme lui-même semblait incapable de battre en retraite. Il arpentait la chapelle, rechargeant son arme avec des mains tremblantes tout en marmonnant sur le destin et les revendications légitimes. Le rejet de la montagne avait dérangé son esprit, ne laissant que l'obsession et la rage. La couronne est dans la chambre du cœur, avertit le père Santos de toute urgence. Mais pour l'atteindre, vous devez passer par l'épreuve de la dignité. Beaucoup ont essayé. Aucun de ceux qui sont entrés avec des cœurs corrompus n'en est jamais ressorti. Et si je n'essaie pas ? Demanda Sandrine, esquivant un autre tir sauvage du revolver de Nicolas. Alors la tutelle reste incomplète.
Le pouvoir de la montagne reste dormant, et toutes les communautés sous sa protection restent vulnérables à des hommes comme lui. À l'extérieur du monastère, les voix des villageois devinrent plus pressantes alors qu'ils sentaient la bataille spirituelle faire rage à l'intérieur des murs anciens. La voix de Monique Bernard s'éleva au-dessus des autres. « Sandrine, quoi qu'il se passe là-dedans, nous sommes avec toi. Toute la vallée est avec toi. » La connaissance que sa communauté dépendait d'elle donna à Sandrine le courage dont elle avait besoin. Saisissant le bâton plus fermement, elle commença à marcher vers le mur arrière de la chapelle, où des mécanismes cachés répondirent à la proximité du médaillon en révélant un passage qui n'avait pas été ouvert depuis des décennies. « Où allez-vous » demanda Nicolas, levant à nouveau son arme. « Pour achever ce que vous avez essayé de voler, » répondit-elle. « Pour devenir la gardienne que ces montagnes méritent. » Atlas trottina à ses côtés alors qu'elle entrait dans le passage caché, sa forme surnaturelle fournissant une lumière qui révélait des murs couverts de fresques dépeignant des siècles de cérémonies de tutelle. Les images racontaient des histoires d'hommes et de femmes qui avaient accepté l'appel de la montagne, utilisant son pouvoir pour protéger leur communauté de tout, des catastrophes naturelles aux menaces humaines. Mais elles montraient aussi le sort de ceux qui avaient cherché la couronne à des fins égoïstes, des images trop troublantes pour être contemplées, dépeignant des châtiments spirituels qui rendaient la mort physique miséricordieuse en comparaison. Le passage s'ouvrit sur une chambre circulaire où des formations naturelles de cristal et de métaux précieux créaient une cathédrale qui humiliait même les espaces les plus grandioses du monastère. En son centre, sur un piédestal de roches vivantes, se trouvait la couronne d'or qui représentait la tutelle ultime. Mais entre Sandrine et son objectif se trouvait l'épreuve elle-même, un gant de défi spirituel qui testerait chaque aspect de son caractère, de son courage et de son engagement au service plutôt qu'à soi-même. Le premier test se manifesta sous la forme d'une silhouette lui barrant le chemin, Stéphane Dubois, son mari bien-aimé, apparaissant exactement comme il l'avait été dans la vie, mais avec des yeux empreints d'une tristesse infinie. « Sandrine », sa voix familière résonna à travers la chambre, « pourquoi cherches-tu un pouvoir qui te séparera de tout ce que tu as jamais connu ? Reste avec moi à la place. Nous pouvons être ensemble pour toujours en ce lieu où la mort n'a pas de sens. » La tentation était écrasante. Après 2 ans de solitude et de lutte, la chance d'être réunie avec l'homme qu'elle avait aimé plus que la vie elle-même lui serrait le cœur d'un désir désespéré. Mais toucher le médaillon de jade lui rappela les responsabilités qu'elle avait acceptées, et la communauté qui dépendait de son courage. « Je t'aime, Stéphane », chuchota TL. « Mais je n'abandonnerai pas mes devoirs, même pour le plus doux des rêves. » La vision de son mari sourit avec une fierté infinie avant de se dissoudre en points de lumière qui tourbillonnèrent dans la chambre comme des étoiles bénies. Le deuxième test vint lorsque Nicolas le roi fit irruption dans la chambre derrière elle, le visage tordu de rage et son arme levée. Mais ce n'était pas l'homme brisé de la chapelle. C'était Nicolas tel qu'il aurait pu être, fort et confiant, offrant un partenariat pour réclamer les trésors de la montagne. « Nous pourrions partager ce pouvoir », dit-il d'une voix qui ne portait aucune de la folie qui avait consumé le vrai Nicolas. « Pensez à ce que nous pourrions accomplir ensemble, apportant la prospérité à des territoires entiers, remodelant la frontière selon notre vision. » « À quel prix » demanda Sandrine, bien qu'une partie d'elle soit tentée par la vision du bien illimité qu'il pourrait accomplir au prix de quelques traditions et superstitions dépassées. Le pouvoir de la montagne appartient à ceux qui sont assez forts pour le réclamer, pas à d'anciens esprits s'accrochant à des coutumes obsolètes. Mais même pendant qu'il parlait, elle pouvait voir la corruption s'insinuer dans sa forme idéalisée, la façon dont ses yeux devenaient froids quand il parlait de pouvoir, le geste dédaigneux qu'il faisait vers les images sacrées qui les entouraient. Ce test consistait à reconnaître que même les bonnes intentions pouvaient être corrompues par les mauvaises motivations. Le pouvoir appartient à ceux qui servent, pas à ceux qui voudraient être servis, répondit-elle. Et cette vision aussi se dissolut en lumière inoffensive. Le test final fut le plus cruel, un reflet d'elle-même telle qu'elle pourrait devenir si elle réclamait la couronne pour les mauvaises raisons. La silhouette qui apparut portait le même visage et les mêmes vêtements, mais ses yeux avaient la froideur de l'autorité absolue, et sa voix portait le timbre d'un commandement incontestable. « Tu pourrais mettre fin à toute souffrance dans ces montagnes, » dit son sombre reflet. Plus de pauvreté, plus de manque, plus de liberté de faire de mauvais choix. Un ordre parfait sous une direction parfaite. N'est-ce pas ce qu'un gardien devrait fournir ? Pas si cela signifie détruire ce qui rend la vie digne d'être vécue, répondit Sandrine, comprenant la leçon finale. Le pouvoir de la montagne est destiné à soutenir et à protéger, pas à contrôler et à commander. Avec cette prise de conscience, la couronne d'or se mit à briller d'un éclat intérieur,
et la chambre se remplit de la présence de chaque gardien qui l'avait précédé. Leur approbation la submergea comme un chaud soleil, et elle sut qu'elle s'était montrée digne de la confiance qu'ils plaçaient en elle. Mais alors qu'elle tendait la main vers la couronne, le vrai Nicolas Leroy fit irruption dans la chambre, sa folie complète, et ses dernières balles visaient le cœur de tout ce qu'il blâmait pour son échec. Les dernières balles de Nicolas se brisèrent contre des barrières de pure lumière alors que Sandrine réclamait la couronne d'or, et avec elle, le plein pouvoir de son héritage en tant que gardienne des anciens mystères de la montagne. Au moment où le diadème toucha son front, la chambre explosa d'un éclat qui dépassait la vue physique pour atteindre les royaumes de la vérité spirituelle. C'était un conduit qui reliait directement sa conscience au vaste réseau d'énergie naturelle de la montagne. Grâce à cette connexion, elle pouvait sentir chaque être vivant à moins de 50 km, les villageois rassemblés à l'extérieur du monastère, la faune dans les vallées lointaines, même les arbres et les ruisseaux qui formaient le tissu écologique de la région. Mais plus que la conscience, la couronne lui conférait une autorité sur des forces qui avaient façonné ses pics depuis que le monde était jeune. Elle pouvait sentir les rivières souterraines et diriger leur cours, sentir les tempêtes approcher et influencer leur trajectoire, détecter les métaux précieux et les gemmes cachés dans la terre, et choisir de révéler ou de cacher leurs emplacements. « C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas, Nicolas ?» demanda-t-elle en se tournant pour faire face à l'homme qui avait orchestré tant de morts et de souffrances à la poursuite d'un pouvoir qu'il n'aurait jamais pu manier en toute sécurité. La capacité de remodeler le monde selon votre volonté. Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent en voyant la transformation qui s'était opérée en elle. La couronne flamboyait d'un feu intérieur, et tout son être rayonnait d'une autorité qui rendait ses menaces désespérées pitoyables en comparaison. « Ce pouvoir devrait être à moi », gronda-t-il en levant son revolver vide comme s'il pouvait encore constituer une menace. « Je l'ai mérité par le sacrifice et le dévouement. J'ai planifié et comploté et éliminé les obstacles pendant 20 ans. Et c'est exactement pourquoi il ne pourra jamais être à vous, » répondit tristement Sandrine. « La montagne ne récompense pas l'ambition ou la cruauté, Nicolas. Elle ne répond qu'à ceux qui cherchent à servir plutôt qu'à régner. » Elle leva le bâton, et sa connexion à la couronne créa une résonance qui remplit la chambre d'harmonique de pure création. Les formations cristallines autour d'eux se mirent à chanter en réponse, leurs voix se joignant à une symphonie qui se construisait depuis des siècles. « Mais je peux vous offrir quelque chose de mieux que le pouvoir, poursuivit-elle. Je peux vous offrir la rédemption. » La pierre de foyer se matérialisa dans sa main libre, un cristal d'une clarté parfaite qui pulsait au même rythme qu'un cœur humain. C'était le dernier cadeau de la montagne à son gardien choisi, la capacité de guérir même la corruption spirituelle la plus profonde, de restaurer la connexion entre la conscience humaine et l'harmonie naturelle. « Tout ce que vous avez à faire est d'accepter que votre voie était mauvaise, dit-elle en tendant le cristal vers Nicolas. Reconnaissez la douleur que vous avez causée. Repentez-vous sincèrement de vos crimes, et la montagne vous pardonnera, même à vous. » Pendant un instant, quelque chose de presque humain vacilla dans les yeux de Nicolas. La folie s'éclaircit suffisamment pour qu'il puisse voir toute l'étendue de ce qu'il était devenu, un homme qui avait assassiné son propre frère, détruit des vies innocentes et corrompu tout ce qu'il touchait à la poursuite d'objectifs qui ne lui avaient apporté que de la misère. « Je pourrais. » commença-t-il en tendant timidement la main vers la pierre de foyer. Mais sa main s'arrêta, et la folie revint avec une fureur redoublée. « Non. Je refuse de ramper devant des esprits de la montagne et des superstitions indiennes. Je suis Nicolas Leroy, et je prends ce que je veux. » Il se jeta sur elle, les mains tendues vers la couronne avec une force désespérée. Mais Atlas l'intercepta en plein saut, la forme surnaturelle du chien-esprit s'étendant pour remplir la moitié de la chambre alors qu'il absorbait l'attaque finale de Nicolas dans son être éthéré. Ce qui émergea de ce contact ne fut pas de la violence physique, mais un jugement spirituel. Nicolas se retrouva face à chaque personne qu'il avait blessée, chaque vie qu'il avait détruite dans sa quête de pouvoir. Olivier Leroy se tenait parmi eux, non pas avec accusation, mais avec une tristesse infinie pour le frère qui avait choisi la corruption plutôt que la compassion. « Je suis désolé », chuchota l'esprit d'Olivier. « J'ai essayé de te montrer une meilleure voie, mais tu ne pouvais pas m'entendre par-dessus le bruit de ta propre ambition. » Le poids de la vérité brisa quelque chose de fondamental dans l'esprit de Nicolas. Il s'effondra à genoux, non plus le manipulateur confiant qui avait orchestré des complots complexes, mais un homme brisé qui comprenait enfin le véritable coût de ses choix. « La montagne offre la miséricorde même maintenant, » dit doucement Sandrine, tenant toujours la pierre de foyer, « mais elle ne peut pas vous forcer à l'accepter. Le choix doit être le vôtre. » Nicolas leva les yeux vers elle, des yeux qui contenaient des décennies de douleurs accumulées.
Pendant un instant, elle crut qu'il pourrait choisir la rédemption plutôt que la destruction. Mais il secoua la tête avec finalité. « Je préfère être damné selon mes propres termes que sauvé selon ceux de quelqu'un d'autre, dit-il. Gardez votre pardon, sorcière des montagnes. Je le rejette en bloc. » Avec ces mots, il déclencha son propre exil spirituel. La lumière de la chambre rejeta sa présence, et il commença à s'estomper comme de la fumée au soleil, ne mourant pas, mais étant retiré de la protection de la montagne pour toujours, condamné à errer dans le monde comme un paria de l'ordre naturel qu'il avait choisi de défier. Ces derniers mots résonnèrent dans la chambre de cristal. Ce n'est pas fini. Il y en a d'autres qui cherchent ce que vous avez réclamé, et ils ne seront pas aussi faciles à vaincre. Puis il disparut, ne laissant que l'odeur persistante de soufre et de corruption. Sandrine se tenait seule dans la chambre avec Atlas, portant la couronne de tutelle et tenant le bâton qui la reliait à des pouvoirs au-delà de l'imagination. Les épreuves étaient terminées, les menaces neutralisées, et sa transformation en protectrice choisie de la montagne était enfin accomplie. Mais alors que l'avertissement de Nicolas résonnait dans sa mémoire, elle sut que cette victoire n'était que le début. La montagne l'avait choisie non seulement pour garder ses trésors, mais pour protéger toutes les communautés qui dépendaient de sa générosité. Et quelque part au-delà de ses pics, d'autres forces s'agitaient déjà en réponse au pouvoir qu'elle avait réveillé. La pierre de foyer pulsa dans sa main, lui rappelant que la rédemption restait possible pour quiconque était prêt à l'accepter. Mais d'abord, elle avait une communauté de gens effrayés qui attendaient à l'extérieur du monastère, ayant besoin d'être rassurés que leur gardienne nouvellement éveillée utiliserait son pouvoir avec sagesse. Atlas, maintenant lié à elle de manière permanente par la magie de la couronne, trottina à ses côtés alors qu'ils entamaient le voyage de retour vers le monde d'en haut, un monde qui ne serait plus jamais tout à fait le même maintenant que l'ancienne gardienne de la montagne avait enfin réclamé son héritage. 6 mois après le réveil au monastère, la vallée de la Creuse s'était transformée en quelque chose que les voyageurs de passage avaient du mal à croire. Le paysage rude et impitoyable qui avait défié les colons pendant des décennies fleurissait maintenant d'une fertilité sans précédent. Les récoltes étaient plus grosses et plus abondantes que quiconque pouvait s'en souvenir. Des sources qui s'étaient taries depuis des années bouillonnaient d'eau fraîche, et même le gibier le plus sauvage semblait attiré par la vallée comme s'il y cherchait un sanctuaire. Sandrine Dubois, bien qu'elle se considérait toujours simplement comme Sandrine, avait endossé son rôle de gardienne avec la même détermination tranquille qu'elle avait apportée à chaque défi de sa vie. La couronne d'or restait cachée sous ses vêtements simples, son pouvoir se manifestant non pas par de grandes démonstrations, mais par les manières subtiles dont elle pouvait maintenant sentir les besoins de tous ceux qui se trouvaient sous la protection de la montagne. La pierre commémorative qu'elle avait commandée pour le terrain du monastère portait de simples inscriptions, Stéphane Dubois, il chercha la vérité dans la pierre et l'esprit. Olivier Leroy, il est mort en protégeant une confiance sacrée. Et, Nicolas Leroy, il a choisi sa propre voie. Le père Santos s'était opposé à l'inclusion du nom de Nicolas, mais Sandrine avait insisté sur le fait que même les contes édifiants méritaient d'être rappelés. Le pardon n'exige pas l'oubli, avait-elle expliqué. Parfois, la meilleure façon d'honorer les victimes est de se souvenir honnêtement de la raison de leur souffrance. Monique Bernard était devenue sa plus proche conseillère dans la gestion de l'équilibre délicat entre les responsabilités spirituelles et les besoins pratiques de la communauté. Les deux femmes se retrouvaient chaque matin sur la galerie de Sandrine, reconstruite et agrandie pour accueillir les visiteurs fréquents qui recherchaient le conseil de la gardienne, pour discuter de tout, des calendriers de rotation des cultures aux conflits matrimoniaux. Le jeune Léo Bernard veut épouser la fille Peterson, rapporta Monique en ce matin d'automne particulier, consultant son carnet omniprésent. Mais leur famille se querelle depuis ce litige foncier il y a 3 ans. Que vous dit la montagne? Demanda Sandrine, une question qui aurait semblé absurde 6 mois plus tôt, mais qui était devenue leur approche standard pour résoudre des problèmes complexes. Monique ferma les yeux et sentit les courants subtils d'harmonie et de discorde que la gardienne lui avait appris à percevoir. Ils sont faits l'un pour l'autre, dit-elle après un moment. La terre elle-même approuve cette union, mais les familles ont besoin d'un moyen de sauver la face pour mettre fin à leur entêtement. Alors nous leur en donnerons un, décida Sandrine. La fête des moissons a lieu la semaine prochaine. Nous annoncerons que la montagne a béni leur union, et la pression de la communauté fera le reste. De telles conversations auraient semblé à son ancien moi une ingérence présomptueuse dans les affaires privées, mais le rôle de gardienne exigeait une participation active au maintien de l'harmonie sociale qui permettait au pouvoir de la montagne de circuler librement. La discorde et la haine créaient des blocages spirituels qui pouvaient affecter tout, des conditions météorologiques au rendement des cultures. Atlas,
maintenant liée à elle de manière permanente par la magie de la pierre de foyer, passait ses journées à patrouiller le périmètre de la vallée sous sa forme surnaturelle. Pour la plupart des résidents, il apparaissait toujours comme un chien exceptionnellement grand et intelligent. Mais Sandrine pouvait voir sa vraie nature, un esprit de protection qui se déplaçait entre les mondes physiques et éthérés, veillant aux menaces allant des catastrophes naturelles aux dangers humains. Ce matin-là, son comportement indiquait que des visiteurs approchaient par le sentier. Sandrine les sentit aussi, grâce à sa connexion à la conscience de la montagne. 3 cavaliers se déplaçant avec le respect prudent qui suggérait qu'ils comprenaient qu'ils entraient en territoire sacré. Des représentants du gouvernement territorial, dit-elle à Monique, reconnaissant les signatures spirituelles d'hommes portant une autorité officielle. Ils sont ici pour les concessions minières. Les documents arrivaient depuis des mois, des contestations légales de sa propriété de divers terrains, des relevés commandés par des investisseurs lointains, et des plaintes officielles pour ingérence surnaturelle dans des opérations commerciales légitimes. Les bailleurs de fonds de Nicolas Leroy à Lyon n'avaient pas abandonné leurs intérêts simplement parce que leur agent principal avait disparu dans des circonstances mystérieuses. Mais Sandrine avait passé ces mois à apprendre à utiliser plus que le pouvoir spirituel pour protéger les secrets des montagnes. Le père Santos l'avait présenté à d'autres gardiens, des hommes et des femmes de tous les territoires de l'Ouest qui remplissaient des rôles similaires dans leur propre lieu sacré. Grâce à leur réseau, elle avait eu accès à des avocats, des politiciens et des chefs d'entreprise qui comprenaient que certaines choses avaient plus de valeur que le profit immédiat. Les 3 cavaliers qui émergèrent de la forêt se tenaient avec la dignité d'hommes habitués au respect, mais leur approche de sa maison ne montrait aucune de l'arrogance qui avait marqué les partisans de Nicolas. Le chef, un gentleman distingué d'une 50aine d'années, descendit de cheval avec soin et attendit son invitation avant de pénétrer sur sa propriété. « Madame Dubois », dit-il avec une légère révérence. « Je suis le juge Philippe Garnier du tribunal territorial de Lyon. Voici mes associés, Monsieur Leclerc et Monsieur Moreau du bureau de la gestion des terres. Nous sommes venus discuter de certaines irrégularités qui ont été signalées concernant les concessions minières dans cette région. »« Vous êtes les bienvenus ici », répondit Sandrine, faisant un geste vers les chaises qu'elle gardait prêtes pour de telles visites. « Bien que je soupçonne que vous soyez venu me dire que ma propriété de ces terres n'est pas reconnue par la loi territoriale. » L'expression du juge Garnier suggéra sa surprise face à sa franchise. « En fait, Madame Dubois, c'est tout le contraire. Notre enquête a révélé que les revendications de votre famille sur ces propriétés remontent bien plus loin que nous ne le pensions initialement. Des concessions foncières espagnoles, des accords tribaux indigènes et des traités fédéraux créent un cadre juridique qui supplante toute concession minière récente. La révélation n'aurait pas dû la surprendre. Le pouvoir de la montagne s'étendait à garantir que les protections légales aussi bien que spirituelles restaient fortes, mais entendre la confirmation officielle apporta néanmoins un soulagement. Plus important encore, poursuivit le juge, les rapports de cette vallée décrivent des améliorations agricoles et économiques qui ont impressionné les fonctionnaires de tout le territoire. Quelles que soient les méthodes que vous utilisez pour revitaliser cette région, le gouvernement aimerait les voir étendues à d'autres zones. Les méthodes ne sont pas facilement transférables, dit-elle avec précaution. Elles dépendent de la compréhension des caractéristiques uniques de chaque lieu et du respect des forces naturelles qui façonnent les conditions locales. Vous voulez dire les phénomènes surnaturels qui ont été signalés ? Demanda Monsieur Leclerc. Nos enquêteurs ont documenté des événements inhabituels lors de leurs travaux d'arpentage. Sandrine ne sentit aucune hostilité dans la question, seulement une véritable curiosité. Ces hommes avaient été choisis spécifiquement parce qu'ils pouvaient accepter des explications extraordinaires pour des résultats extraordinaires. Les peuples indigènes qui ont d'abord vécu dans ces montagnes comprenaient des choses que les colons européens ont souvent négligées, répondit-elle. J'ai simplement appris à travailler avec les forces naturelles au lieu de lutter contre elles. La conversation se poursuivit pendant des heures, couvrant tout, des droits sur l'eau à la gestion de la faune, en passant par les programmes éducatifs qu'elle avait mis en place pour les enfants de la région. Dans l'après-midi, les 3 fonctionnaires étaient clairement convaincus que ce qui se passait dans la vallée de la Creuse méritait une protection plutôt qu'une ingérence. Nous recommanderons que ces terres reçoivent un statut territorial spécial, annonça le juge Garnier alors qu'il se préparait à partir. Protégé de l'exploitation commerciale tout en restant sous votre intendance. Le cadre juridique existe. Nous avons juste besoin de l'appliquer correctement. Alors que le soir approchait et que les fonctionnaires entamaient leur voyage de retour vers Lyon, Sandrine s'assit sur sa galerie avec Monique et regarda le soleil se coucher derrière des sommets qui ne semblaient plus rudes et menaçants. La présence de la montagne dans sa conscience était devenue aussi naturelle que la respiration,
une conscience constante du réseau de vie qui reliait chaque créature de ces vallées. Le regrettez-vous parfois? Demanda Monique. La vie que vous avez dû abandonner en acceptant toute cette responsabilité. Sandrine considéra sérieusement la question. L'existence simple qu'elle avait connue avant de trouver Atlas lui semblait un rêve de la vie de quelqu'un d'autre. Elle ne serait plus jamais simplement une autre veuve de la frontière luttant pour survivre jusqu'à la prochaine saison de croissance. Le pouvoir de la couronne venait avec des obligations qui dureraient le reste de sa vie, et au-delà. Je regrette parfois la solitude, admit-elle. Mais j'ai gagné quelque chose que je n'attendais pas. La connaissance que chaque choix que je fais peut améliorer la vie de centaines de personnes. Ce n'est pas un fardeau, Monique. C'est un privilège. Atlas monta les marches de la galerie et s'installa à côté de sa chaise, sa tête massive reposant sur son genou. Dans ses yeux, elle pouvait voir de l'approbation et du contentement. Le grand esprit avait attendu des décennies un gardien digne de la confiance de la montagne, et sa patience avait finalement été récompensée. La pierre commémorative capta les derniers rayons du soleil, ses inscriptions rappelant que chaque génération était confrontée au choix entre le service et l'égoïsme, entre la protection de ce qui comptait et l'exploitation de ce qui était vulnérable. Nicolas Leroy avait mal choisi et payé le prix de sa corruption. Mais demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités de prouver que le pouvoir de la montagne pouvait servir le bien le plus élevé. Sandrine Dubois, gardienne de secrets anciens et protectrice de communautés modernes, était prête pour tout ce que l'avenir pourrait lui réserver. La vente aux enchères de Clermont n'avait été que le début d'une aventure qui durerait le reste de sa vie, et en regardant la vallée prospère en contrebas, en sentant le contentement des gens vivant en harmonie avec des forces plus grandes qu'eux, elle savait que chaque étape difficile du voyage en avait valu la peine. La montagne avait bien choisi, et elle passerait le reste de sa vie à se montrer digne de cette confiance.